Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce direct ce soir sur Nexus. On va recevoir dans quelques instants le docteur Vincent Reliquet pour parler de son dernier ouvrage, Les pouvoirs de l'iode. Quel est l'impact de l'iode sur notre santé? Pourquoi sommes-nous, d'après lui, tous carencés? Est-ce un scandale sanitaire? Nous allons aborder toutes ces questions dans cet entretien en direct dans quelques instants. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Et c'est grâce à nos lecteurs que nous pouvons continuer de vous proposer des contenus en accès libre. Nexus est disponible en kiosque et sur nexus.fr. Je compte sur vous pour qu'on puisse continuer de vous offrir des interviews en accès libre sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, je reçois Vincent Reliquet. Bonjour, docteur Vincent Reliquet. Vous êtes médecin généraliste. Voilà. Merci de nous retrouver en direct sur Nexus. Merci, c'est très gentil de me recevoir. Moi, je vous précise que j'ai commencé ma carrière littéraire exceptionnelle il y a 10 ans chez vous. Puisque c'est vrai. J'ai publié un article sur le diphtérie, tétanos, polio, le vaccin, avec 5 ou 6 co-rédacteurs. Exact. Et on a publié chez vous. Voilà, et alors, pour la petite anecdote, moi, je venais d'arriver en tant que directeur de publication. C'était le deuxième numéro que je réalisais en tant que directeur de la publication. C'était le numéro 113. Donc, on était en 2017. C'est un numéro qui parlait des aspects un peu critiques sur la vaccination. Je crois que ça vous a valu quelques conséquences négatives. Ah bah, il y a une plainte au Conseil de l'Ordre pour l'un des co-rédacteurs, Michel Delorgerie, qui a pris une plainte. Moi, j'ai pas eu de plainte et lui, il a eu. Donc, on n'est pas dans le même département. C'est comme ça. Voilà. C'est terrible. Comme quoi, l'information libre, malheureusement, est encore attaquée depuis des années. Voilà. Et le numéro, je crois, était parti assez vite en kiosque à l'époque. Un numéro 113, déjà en rupture. On l'a plus en version papier. En tout état de cause, nous, tout ce qu'on a écrit est complètement réel et complètement validé 10 ans plus tard, il n'y a aucun doute. C'est vrai. Voilà. Et je tiens à saluer franchement votre courage. Je me rappelle à l'époque, on avait eu beaucoup d'échanges avec la rédaction, avec vous, entre autres, les autres médecins, savoir est-ce qu'on allait orienter le dossier, faire la couverture là-dessus. On connaissait les risques.
pour vous surtout, hein, parce que c'est vrai que les médecins aujourd'hui qui prennent la parole dans des médias alternatifs, ou même parfois sur leur propre compte personnel, se retrouvent avec des menaces de radiation, des conséquences avec l'ordre des médecins. Donc franchement, chapeau, parce que c'est pas évident en tant que médecin aujourd'hui en France d'avoir une parole libre, comme les journalistes. Peut-être même pire que les journalistes. J'ai aggravé mon cas puisque j'ai pris la parole pendant toute la crise Covid et donc maintenant j'ai 6 plaintes contre le Conseil de l'Ordre. J'ai eu Ah ouais. un énorme contrôle fiscal qui m'a Ah oui. ratiboisé et j'ai aujourd'hui une énorme, j'ai des gros soucis avec la sécurité sociale qui me traite de, de, de complotiste et de truand. Enfin, voilà, je dois rembourser des soins que j'ai donnés pendant 2 ans. Enfin, c'est Non, mais hallucinant. c'est le monde à l'envers. On manque de médecins, on a des médecins qui font leur travail et ils se retrouvent à devoir se justifier, voire se défendre. Franchement, c'est pas évident. Donc, gros soutien à vous. Je sais qu'il y a sûrement des médecins qui nous écoutent ce soir. Donc, voilà, ma pensée pour les médecins qui sont de plus en plus marginalisés. Moi, j'entends plein de gens autour de moi qui nous disent: est-ce que tu as des contacts de médecins qui sont prêts à nous aider dans telle ou telle situation médicale? Parce que les gens, les Français, n'ont plus accès à des médecins qui font leur job. Tous les autres, malheureusement, refusent soit de les soigner dans certaines pathologies. On a vu pendant le Covid ce que ça a coûté à certains de prescrire des traitements. Donc c'est... Bien sûr, ça a été la chasse aux sorcières pour les traitements ambulatoires précoces. On était même mouchardés par les pharmaciens d'officine qui voyaient arriver nos ordonnances d'azithromycine, d'hydroxychloroquine ou d'ivermectine et qui appelaient les conseils de l'ordre en disant: regardez, ça y est, on a une ordonnance de reliquet qui vient encore de prescrire. Et donc, voilà, c'est comme ça que des patients qui avaient besoin de soins Covid se sont retrouvés sans soins parce que les pharmaciens, non seulement n'ont pas délivré les ordonnances qu'on avait édictées, mais en plus nous ont mouchardés dans les conseils de l'ordre. Formidable. Très beau pays. Mais vous avez eu, à contrario, peut-être des pharmaciens ou des médecins qui vous ont soutenu dans cette période? Heureusement, Ouais. l'histoire de Covid a transformé notre façon de travailler à tous. C'est-à-dire qu'on a eu une scission très rapide entre la majorité silencieuse des médecins français qui sont tout de suite rentrés dans la rhétorique officielle. Mais moi, j'étais quand même déjà très réticent en 2019, puisqu'on avait créé une association avec mes petits copains de l'EMSIB, où justement on voulait démontrer que Big Pharma avait des prétentions et des pratiques qui étaient totalement immorales et dangereuses. Donc, quand on a vu arriver un espèce de vaccin fabriqué en 3 jours et quart, on a très bien compris qu'il fallait surtout pas prendre la moindre info sur la communication publicitaire des firmes. Ça nous a valu immédiatement des ennuis, tous. Mais bon, et puis après, il y a eu l'histoire des masques, et puis après, il y a eu l'histoire de la distanciation sociale. Après, il y a eu l'histoire de vous pouvez boire un godet dans les cafés, mais il faut être assis, sinon debout, vous allez C'est contaminer vrai. tout le monde. Et quelle On avait le époque. droit d'être couché dans les cafés. Hein. Ça va, C'est autorisé, hein, mais pas debout. coucher c'est bon. Couché, Voilà. ça va. Il fallait se Ou laver après, les mains au gel hydroalcoolique, mais pas de savon. Alors moi, c'est... Mais quelle situation ahurissante comme on a vécu. Et alors, fallait se faire un, du point de vue fallait des se faire médecins, ça devait être terrible quand même. Parce que... C'était catastrophique. Enfin, et surtout, moi, j'ai pas compris que autant de confrères se soient pas rebellés. Évidemment, il y a eu une peur énorme qui s'est installée, une peur des sanctions. Il faut comprendre que beaucoup de confrères se sont dit il vaut mieux laisser passer l'orage. L'orage a duré 2 ans. Et tant pis, on va faire ce qu'on nous demande parce que c'est trop dangereux de se mettre en travers de l'État, de l'ordre, etc. Bon, bah, très bien, chacun sa vie. Hein. Moi, j'ai pas pu organiser la moindre action qui pourrait aller contre mes patients. Ça m'a jamais semblé possible. Et là, ils essaient de nous refoutre un nouveau variant sur le dos. Hein. Enfin, Et là, ils sont déjà en train de nous dire que de toute façon, le vaccin, le variant a dérivé du vaccin. Donc là, ils sont coincés. Ils savent très bien qu'il n'y a aucune protection avec les vaccins actuels contre le nouveau variant, comme d'habitude. C'est-à-dire que le variant, il a 6 mois d'avance. Donc, c'est pas la peine de vous précipiter, d'écouter ces rhétoriques absolument d'un autre âge. C'est bon, quoi. On de- sait aujourd'hui que ces vaccins ont toujours un temps de retard, de toute façon. Et que leur toxicité, elle est jamais en retard. Hein. Ça, il faut bien comprendre ça, que le problème, il est là. Hein.
Ça, c'est vrai. Maintenant, tout sort, hein, les problèmes de fécondité, les problèmes de maladies auto-immunes, les problèmes de maladies cardiovasculaires, les problèmes de turbocancer. Ça sort de partout, tous les ans, dans tous les pays du monde. On a des infos aujourd'hui qui sont énormes. Donc, stop Ouais. avec ça. Si on a un Covid, eh ben, on aura un Covid et puis on s'en sortira sans aucun Si, vaccin. Voilà. si tant est qu'on soit traité convenablement, ça c'est encore une autre question. Bon, Oui, ou même non traités, parce que jusqu'il y a encore peu de temps, on avait encore des Covid dans nos cabinets. Les gars, les gens arrivaient avec une anosmie, mal à la tête, une hypersomnie. Voilà, ça durait hmm. 5 jours. C'est terminé. Donc, c'était même pas à traiter. Donc, faut pas non plus délirer sur le Covid. Il n'y a pas forcément besoin de traitement. En tout cas, jusqu'à ce nouveau variant dont on nous dit qu'il y en a 4 aux États-Unis et 120 en Chine, et on va s'arrêter de vivre. Non, mais on rêve. Ah, il reteste encore le narratif. On va tout de suite rentrer sur le sujet de l'iode. J'en profite parce que c'est vrai que c'est important aussi d'avoir votre point de vue Ouais. sur le sujet. Et on va vite passer à votre ouvrage et ce qui nous intéresse ce soir. Mais j'avais une petite dernière question comme ça qui me vient spontanément par rapport au panel de patients que vous voyez depuis la vaccination, depuis ces injections. Est-ce que vous avez remarqué que ceux qui étaient injectés étaient en plus mauvaise santé? Est-ce que vous avez remarqué dans votre cabinet qu'effectivement, il y a de plus en plus de certaines pathologies, que vous parlez de turbocancer, etc. Est-ce que vous-même, vous l'avez observé? Évidemment que ceux qui n'ont jamais été vaccinés n'ont pas les effets indésirables. Donc, le problème, c'est comme une énormissime majorité d'habitants de France a été vaccinée, une, deux, trois fois, parfois jusqu'à neuf. Il paraît que la record, c'est neuf. Alors moi, des gens qui ont 9 vaccins, je ne les ai jamais vus, mais des gens qui ont eu 3 vaccins, j'en ai vu beaucoup, et des gens qui m'ont dit que leur pathologie s'était aggravée entre le deuxième et le troisième vaccin. Oui, énormément. Mais encore une fois, on peut toujours nous raconter qu'on n'a pas de preuves. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie cardiovasculaire qui fonce à toute vitesse, une maladie, par exemple, oblitérante dans Hmm. les artères, un infarctus du myocarde à répétition, on vous dit, bah oui, c'est de son âge. Bah, Ouais. évidemment, juste avant les vaccins, il n'y avait rien. Puis là, on lui fait 3 vaccins en 6 mois, et puis ça y est, il est parti, il a trois pontages. Bon, donc ça, c'est des choses qui sont quand même indiscutable. Tous nos cabinets ont vu la même chose. Les oncologues qui sont un peu honnêtes nous disent qu'ils ont vu des choses étonnantes depuis ces vaccins. Hmm. Des associations de 2 voire 3 cancers différents chez les mêmes patients jeunes. Donc ça, c'est quand même des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Alors, faut pas nous dire, ah mais oui, mais c'est complotiste, puis vous ne Ouais. devriez pas le dire parce que ça va faire peur à la population. Je m'en fous que ça fasse peur aux gens. Moi, je vous raconte la vérité. Et je veux bien être attaqué pour mes propos, je le suis tout le temps, de toute façon. Voilà, c'est l'habitude. Mais encore une fois, quand je dis quelque chose, je sais que je vais être attaqué et je sais me défendre. Bah, au moins, vous respectez votre déontologie et heureusement qu'il y a quelques médecins dans ce pays. Vous n'êtes pas le seul, hein, mais c'est une petite marge qui continue de faire son boulot correctement, de nous informer, de nous traiter hein, convenablement et aussi de nous permettre d'être en meilleure santé. Parce que quoi de mieux pour affronter toutes ces maladies hein, dont on a voulu nous faire peur que d'être en bonne santé, de faire cette prévention. Alors, on avait largement parlé de cette vitamine D, d'ailleurs, dont la plupart des Français sont carencés. Hein, ça a été admis d'ailleurs par l'Académie de médecine aux grandes dames de notre chère Karine Lacombe hein, qui a dit ça ne sert à rien la vitamine D. Hein, voilà, bon, tous les médecins de ville se sont arrachés les cheveux parce que effectivement ça joue un grand rôle dans l'immunité. Mais pas que. Voilà, moi je découvre avec votre ouvrage cet oligoélément. Donc on connaît très peu l'utilisation. C'est vrai, on en parle moins que la vitamine D ou que la vitamine C, l'iode. Voilà, cet ouvrage que vous avez publié aux éditions Guy Trédaniel, Les pouvoirs de l'iode, prévention des cancers, lutte contre l'hypothyroïdie, la dépression, l'eczéma, la fatigue, mais pas que. Hein, vous parlez aussi par rapport aux enfants de l'iode et le développement dans le stade les plus précoces, sur l'autisme aussi, sur le cancer du sang. On en abordera dans cette interview un maximum d'éléments pour comprendre en quoi l'iode joue un rôle si important dans notre métabolisme, physiologie, dans notre santé. Et est-ce que on est tous carencés actuellement? C'est pas très compliqué de répondre à cette question. Il suffit de faire une analyse d'urine, hein. En fait, il faut comprendre qu'en médecine, en physiologie, si vous êtes dans un état d'équilibre, tout ce que vous allez consommer, vous allez le perdre à peu près dans les mêmes 24 heures pour rester à l'équilibre. C'est-à-dire Hmm. que si vous buvez un litre d'eau, le lendemain, pesez le même poids. Pourquoi? Parce que vous avez uriné ou transpiré le litre d'eau.
Voilà. Si vous avez consommé un certain nombre d'éléments, vous allez le métaboliser et puis il va être éliminé en proportion égale, sauf si vous avez beaucoup de carences. Bon. Pour l'iode, c'est simple. Si vous faites une iodurie, c'est-à-dire un dosage pondéral de l'iode que vous relâchez sur 24 heures dans la journée dans les urines, eh bien, on saura ce que vous avez à peu près avalé la veille. Voilà. Hmm. Ça marche quand on a des apports qui sont normaux, je veux dire. Si vous avez un jour, on vous injecte, on vous fait un scanner avec injection de produit de contraste dans lequel il y a de l'iode, on va vous injecter des quantités astronomiques d'iode, on n'aura pas tout le lendemain. Mais si vous avez une vie normale, voilà, vous avez vécu une journée et vous voulez savoir le lendemain si vous avez consommé de l'iode et en quelle quantité, vous faites la iodurie de 24 heures et vous avez la quantité d'iode que vous avez consommé la veille. Bon. Et donc, c'est simple. Et si vous avez un taux d'iode dans les chaussettes, vous avez une consommation d'iode nulle ou très mauvaise dans les chaussettes. Hmm. En fonction de la quantité de ce que vous allez rejeter dans 24 heures, vous savez ce que vous avez amené à votre organisme la veille. Bon. Donc voilà, on sait très bien d'où vient l'iode alimentaire. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est, je sais pas quoi, les fruits de mer. Non, Oui, les on se dit fruits de que mer. c'est que dans les crustacés. Ouais, ouais, non, mais personne mange des crevettes tous les jours. Enfin, je veux dire, en France, non. Personne mange du crabe, personne mange trois douzaines d'huîtres par jour. Ça, c'est stupide. En fait, l'iode arrive dans l'alimentation par les ruminants, par le lait. Et il faut savoir que c'est tout à fait anormal, mais c'est comme ça. Pourquoi c'est dans le lait? Parce qu'on nettoie le treillon des vaches avec de la bétadine qui est iodée, c'est-à-dire qu'on nettoie les pieds de vache avec un produit pour éviter que les bactéries que la vache Hmm. sur ses pieds descendent dans votre lait puis vous rendent malade. Donc on nettoie avec de la bétadine et on donne aux vaches des compléments alimentaires dans lesquels il y a de l'iode. Ah Voilà. d'accord, donc c'est même pas naturel dans le lait. Ah non, pas C'est du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les sols, il n'y a plus d'iode en Europe. pourquoi? Parce que les pluies ont lessivé l'iode et l'iode terrestre est parti dans la mer. Donc, c'est pour ça que quand vous avez les premières crises gravissimes de carence en iode sont apparues où? Dans les montagnes. Parce que le lessivage a eu lieu à toute vitesse. Quand l'eau tombe sur un pan de montagne, le lessivage a été fait très rapidement. Donc il y a eu beaucoup moins d'iode très vite dans les régions montagneuses, des Alpes, des Pyrénées, etc. Et puis dans les autres pays, pareil. Et donc c'est là qu'on a vu arriver les premières catastrophes, de vraies catastrophes sanitaires, des gens qui n'avaient absolument pas d'iode dans leur vie, ou des quantités de traces. Et là, voilà. Bon. Donc, c'est simple, cette histoire d'iode est très simple. On fait une analyse d'urine de 24 heures. L'OMS vous dit qu'il faut relâcher 150 microgrammes d'iode par jour. Ouais. Et vous êtes à l'équilibre. Et Moi, selon vous? je montre dans mon livre que c'est complètement faux. On est à un facteur 100 d'erreur. Ah ouais. Et ce qu'il faut comprendre, parce que c'est encore plus grave, c'est que même les préconisations OMS de 150 microgrammes, elles sont même pas atteintes en France. Oui. Vous avez 80 à 90% de la population, même chez ceux qui boivent beaucoup de lait, de produits laitiers, qui ne sont pas à 150 microgrammes de iodurie jour. Donc même ce minimum qui, Ah ben selon vous, ouais, hein, est 1% de ce qu'il faudrait avoir pour être en bonne santé, on ne l'a pas. on Ça me n'est fait, même pas à 1%. ça me fait penser un peu comme le débat sur la vitamine C. On a un minimum pour pas avoir le scorbut, hein, c'est les recommandations, mais selon Linus Pauling et d'autres chercheurs, faudrait beaucoup plus de Alors, vitamine C. la vitamine C, c'est 300 mg jour. Là, on vous dit que vous êtes parfait. À 400 mg, vous risquez d'avoir la diarrhée, ce qui est complètement débile. Et Linus Pauling, on s'en avalait 24 grammes tous les jours. Et, voilà le niveau de ce qui peut se passer dans le, quand on a envie de décerveler les gens, on leur raconte n'importe quoi. Donc pour vous, Et l'iode, c'est la même chose. cette histoire d'iode, c'est gravissime, parce que c'est né déjà à cause des médecins. On s'est fait intoxiquer dans les années 50 par deux chercheurs de Berkeley, Wolf et Tchekhov, qui D'accord. ont raconté sur une expérience foireuse sur des rats que quand on donnait trop d'iode à une rate ou à un rat, on mettait le rat en hypothyroïdie. Hmm. Alors ils ont pas du tout démontré ça. Ils nous ont fait un truc absolument dégueulasse. Ils ont fait deux études.
Et ça a pétrifié d'horreur toute la population médicale qui s'est dit, oh là là, on va arrêter de donner de l'iode, parce qu'avant, on donnait de l'iode pour tout, tout le temps. Jusque dans les années 50, il faut savoir que à la guerre de sécession, les Mhm. mecs partaient avec des fioles d'iode, à la fois pour se décontaminer en cas de blessure de par balle, mais surtout pour nettoyer les flaques d'eau croupies. S'ils avaient trop soif pendant un combat, ils balançaient des gouttes d'iode dans l'eau, sur le champ de bataille, dans la boue, et ils buvaient. Et ils n'étaient pas malades. Donc ça avait une fonction antibactérienne, antiseptique. Antiseptique absolument super connu. Les femmes qui avaient des douleurs mammaires savaient très bien en se badigeonnant la poitrine avec de l'iode, elles voyaient leur tuméfaction mammaire diminuer et leur douleur aussi. Donc pour plein de choses, j'ai montré dans mon bouquin que on utilisait l'iode pour traiter l'hyperthyroïdie, on utilisait l'iode pour traiter l'hypothyroïdie, on utilisait l'iode pour traiter l'asthme, on l'utilisait pour tout, pour toutes les pathologies de peau, pour toutes les pathologies, pour plein de choses, on utilisait l'iode. Mais dans les années 50, on s'est mis à avoir peur de l'iode à cause de l'effet Wolff-Chaikoff, de ces deux Hmm. oligonucléotides qui nous ont expliqué que l'iode était toxique. Mais Parce que, alors là, parce que pour eux, ils allaient dire que la thyroïde allait être impactée ah ouais, ouais, par, ouais, ouais. par un Que ça excès allait d'iode. mettre en panne la thyroïde et que les gens allaient mourir dans Alors, la trop souffrance d'hypothyroïdie. alors, juste pour bien comprendre un peu ce lien iode-thyroïde, pourquoi est-ce que les deux sont liés, par quel Ah, mécanisme? c'est pour ça, c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est à moitié connu des médecins. Pour un médecin, l'iode, c'est la thyroïde. C'est-à-dire que effectivement, oui, la thyroïde a besoin d'iode pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. Ça, c'est pas Hmm. douteux. Il n'y a D'accord. aucun doute. Ce qui n'est pas connu des médecins, c'est que le corps en entier, ou presque en entier, a besoin d'iode pour son économie générale. Le Hmm. cerveau, les bronches, les fosses nasales, le tube digestif, la peau, les organes génitaux, tous ces organes ont un besoin d'iode de tous les jours. La meilleure preuve, vous carencez un adulte en iode, il est tout de suite déprimé, il a des troubles du sommeil et il a des troubles de mémoire. Moi, c'est comme ça que je les repère, moi, dans mon cabinet. C'est des gens qui ont parfois 45-50 ans, Ouais. qui ont des troubles neuropsychiques graves, mais qui l'ont depuis 20 ans. Donc Mais on leur a jamais dit que ils se c'était des sont carences en habitués iode. à ça. Parce qu'on peut vivre en carence de diode sans s'en rendre compte. Alors, on peut vivre super longtemps. On peut vivre toute sa vie, et j'explique même à mes patients qu'on peut même vivre avant sa vie carencé en iode. Parce qu'il suffit d'être né d'une maman qui était carencée en iode. Pendant 9 mois, on est carencé in utero en iode. Donc déjà, votre cerveau va se former d'une manière incomplète par la carence maternelle. Vous allez naître avec un niveau psychique déficient et parfois même des difficultés d'élaboration de l'intelligence, avec des petits poids de naissance et des croissances qui seront quand même très raccourcies. Et puis parfois, on n'arrive pas à récupérer la totalité de ce qu'on a perdu in utero. C'est pour ça que j'hurle en silence et que je suis quand même très content que le magazine Nexus s'arrête sur ce livre. C'est parce que le cri d'alarme, c'est pas tellement pour les adultes, c'est pour les femmes qui se préparent à tomber enceinte. Hmm. Ces femmes qui commencent des grossesses avec des carences en iode, elles auront deux soucis. D'abord, l'enfant va lui mettre, aura des carences in utero qui risqueront de se payer toute la vie. Et puis, elle va séparer son pouls iodé en deux, la moitié pour l'enfant, la moitié pour elle. Et il va se trouver qu'à la naissance, elle aura des grandes difficultés pour s'en sortir parce qu'elle n'aura jamais eu suffisamment son Hmm. pouls iodé. Son bébé va lui piquer plus de la moitié de sa réserve en iode. Donc Et voilà, en plus, c'est ça peut jouer sur la dépression postpartum, souvent les femmes. exactement. Ouais. Ça joue considérablement sur toutes les maladies qui, comme par hasard, fleurissent chez les femmes en postpartum. Elles ont des thyroïdites, des maladies de la thyroïde auto-immune, et puis elles sont dépressives, elles pleurent, etc. Alors on dit, ah ouais, mais c'est sûrement les oestrogènes. Moi, je prétends que si on ne fait pas de iodurie aux dépressions du postpartum, au baby blues, eh ben, on ne peut pas confirmer c'est trop facile, hein. Oui, ça va s'arrêter un de ces jours quand elles auront à nouveau leurs règles. Ah bon, et à quelle heure? Et quand on voit que ça ne s'arrête pas, je suis désolé, dosez l'iode de ces femmes-là, et puis donnez-leur de l'iode, vous allez voir que ça ira beaucoup mieux. Hmm. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à ce constat est-ce que c'est dans votre cabinet que vous êtes rendu compte de cette Alors, moi, situation? je me suis intéressé.
à un moment donné de ma vie à la micronutrition. Alors, la micronutrition, c'est quoi? C'est pas la nutrition des calories, savoir combien il faut manger de calories, à quelle heure, etc., pour être gros ou pour être maigre. C'est quelle est la quantité de microscopiques produits qu'il faut prendre tous les jours pour avoir une vie normale, pour pas être tombé malade. Vitamines, sels minéraux, éventuellement hormones, éventuellement corps gras, etc. Et si on ne s'arrête pas sur ces questions absolument cruciales, mais je vous dis tout de suite qu'on n'apprend pas en fac, hein. Donc, Ouais. quelle est la quantité idéale de vitamine C, de vitamine D, de d'iode, de calcium, et sous quelle forme il faut les consommer pour avoir une vie sans maladie, donc une vie heureuse. Eh bien, un jour, on m'a dit, pendant un de mes cours, si jamais vous avez des gens qui ont des difficultés pour maigrir, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une carence d'apport en iode. J'avais, je sais pas, 55 ans quand j'ai entendu ça, moi, pour la première fois. Donc, j'ai fait 40 ans de médecine, ou 35 ans Hmm. de médecine, sans avoir jamais eu la moindre notion des carences en iode, parce qu'on m'avait toujours expliqué, depuis la fac, depuis mes 18 ans, que l'iode était toxique. Effet Wolff-Chakoff. Et là, tout d'un coup, on me dit, ah bah oui, mais quand il n'y en a pas assez, ça donne des symptômes. J'ai mis plusieurs années à réunir une quantité assez astronomique de données sur les carences en iode. Et un beau jour, mon bouquin, je l'ai écrit en 4 mois, parce que je savais tout. Mais j'ai mis des années à collecter la quantité incroyable de données qui confirment que quand on a une carence en iode, on est malade. Et on n'est pas malade seul, parce qu'en général, nous, on est des animaux sociaux, c'est-à-dire qu'on vit en groupe. Donc, on ne peut pas être séparé d'un groupe. Hmm. Si quelqu'un est malade dans un groupe, une famille, eh bien, il y a tout à parier que toute la famille a la même carence en iode, si tout le monde mange la même chose. Et en général, une maman, ça apprend à ses enfants à manger comme elle. Donc, quand une maman a une carence en iode, les enfants ont une carence en iode. Et même quand les enfants sont grands et qu'ils ont 40 ans et qu'ils ont des enfants, eh ben, on peut être sûr qu'en diagnostiquant la mère, on va pouvoir diagnostiquer la grand-mère, le grand-père, les frères et sœurs, et enfin les enfants de la dame. Vous Hmm. voyez, ça va vachement loin. En fait, quand on fait un diagnostic de carence sévère en iode, souvent, on se retrouve avec 15 personnes à traiter, 20 personnes. Mais traiter, c'est pas compliqué, c'est de prendre un comprimé par jour d'iode. Et puis ça y est, c'est terminé. Tout le monde redort, tout le monde a une bonne mémoire, tout le monde a Et un vous traitement. constatez vraiment l'avant-après, quoi, sur ces personnes. Alors, j'explique dans mon livre que les formes les plus caricaturales, c'est les gens qui ont le bang de l'iode. Moi, j'ai rencontré un monsieur, dont je parle dans le livre, c'est un monsieur qui était en surpoids et qui avait décidé qu'il arrêterait les produits laitiers complètement. Et qu'il aimait pas les fruits de mer, et que pour pas prendre de poids, il avait aussi arrêté le sel. Donc le sel iodé, et voilà, il n'en prenait pas. Donc il avait arrêté tous les apports en sel possibles alimentaires, et ce qui fait que le jour où on a fait la iodurie, il était à zéro. Hmm. Iodurie, zéro. Indétectable par les machines. À lui, je l'ai démarré le iode. Alors, ce monsieur, il avait une vie incroyable, hein. Il était chef d'entreprise, Mhm. mais harassé, complètement harassé. À midi, il rentrait chez lui, il dormait jusqu'à 16 heures. Ah ouais. 16 heures, il filait deux, trois coups de fil à droite à gauche pour gérer son entreprise. Et puis après, il était claqué. Il se posait devant la télé. Après, il mangeait, il dormait jusqu'au matin, 8 heures, ou prenait le boulot. Incapable de travailler la journée. Et donc, il prend de l'iode, et là, il a le bang de l'iode. À J3, il se met à avoir comme un rideau qui se déchire. Il m'a expliqué ça. Il m'a dit, j'ai cru qu'un rideau s'était déchiré. J'ai tout compris. Je finissais les phrases de mes collaborateurs avant qu'ils les terminent. J'avais 3 idées à la minute, alors qu'avant, j'en avais une par an. Voilà. Il est devenu inarrêtable sur le plan Hmm. physique. Il a évidemment perdu du poids très vite parce qu'il s'est remis au sport. Et ce gars-là, comme sa boîte du matin, elle fonctionnait vachement bien, et que l'après-midi, il n'avait pas besoin de dormir toute la journée, il a racheté une autre boîte, qu'il a fait tourner l'après-midi, avec des gens qu'il avait formés. Et donc, il a eu 2 boîtes à la fin, grâce à l'iode. Une le matin qui tournait à fond depuis longtemps, parce qu'il avait mis les bonnes personnes aux bons endroits, et la boîte de l'après-midi qui s'est mise à fonctionner aussi bien que du matin, sauf que lui, il avait 2 boîtes, il était ravi, il jouait au tennis, il jouait au golf, il avait plus mal nulle part, il était super content, banque de l'iode. Ok, donc. Alors, tout le monde n'a pas des bangs, mais les gens qui sont très carencés, alors moi, je connais la limite. Les gens qui ont une iodurie de 24 heures inférieure à 50 microgrammes, ces gens-là sont tous super malades. Il n'y a aucun doute.
Les gens qui sont entre 50 et 150 sont généralement peu symptomatiques, encore qu'il y en a. Mais ceux qui sont en dessous de 50 sont tous des gens malades. Il n'y a aucun problème. Ils ont des problèmes digestifs, ils ont des problèmes de peau sèche, ils perdent leurs cheveux, ils sont constipés, ils sont frileux, ils se défendent mal contre les maladies, ils sont incapables de se lever le matin tellement ils sont fatigués. Ils sont fatigués pourquoi? Parce qu'ils n'allument pas leurs hormones thyroïdiennes. Ils ne fabriquent pas de T3, donc ils ne peuvent pas se lancer le C'est matin. quoi la T3? La T3, c'est une des hormones thyroïdiennes. C'est la seule hormone active qui, qui est synthétisée par la thyroïde. Donc, comme ils n'ont pas assez d'iode, ils ne fabriquent pas l'hormone thyroïdienne, donc ils sont incapables de se lancer. C'est des grands fatigués chroniques du matin jusqu'à 11 heures. Voilà. Et tous ces gens-là, vous leur donnez de l'iode en 3 jours de temps. C'est des gens qui vous envoient des mails en vous disant, mais comment ça se fait qu'on ne me l'a jamais dit? Parce que leur vie change du jour au lendemain. Voilà, donc voilà, comprenez bien, moi je me bagarre contre les standards de l'OMS 150 microgrammes, mais quand vous les avez même pas, bah, vous êtes malade, mais très Ouais. malade. Alors, du coup, vous avez me dit que ça peut aller jusqu'à fois 100 par rapport à ces 150 microgrammes. Moi après je me suis intéressé à ce que faisaient les gens qui avaient compris ça depuis déjà 30 ans, parce que moi je n'ai pas inventé l'eau chaude, moi je suis un petit généraliste de base, hein, voilà. Mais par contre je suis têtu et teigneux, quand je veux comprendre, je vais au bout. Alors, vous êtes allé Donc, chercher où? bah oui, mais on va chercher sur PubMed, on va chercher sur la littérature internationale, et en général, la meilleure, c'est celle qui est référencée par les États-Unis, hein. Et puis, on trouve mais des milliers d'articles, voilà, qui vous disent tous la même chose. Alors après, il y a les gens plus décomplexés qui vous disent, pour traiter les carences en iode, il faut donner des milligrammes d'iode et pas des microgrammes. Donc, il faut commencer à donner 100 fois la dose OMS, c'est-à-dire 12,5 milligrammes d'iode. Et Hmm. j'explique dans mon livre que c'est pas n'importe quel iode. Il y a des sels qui sont pas forcément très bons pour la santé, d'autres qui sont en association qui sont parfaits. J'explique dans mon livre qu'il y a 3 produits qui sont absolument faits pour la consommation humaine. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le voilà, partager pour qu'on sache à peu Bien près? sûr, bien sûr. Il y en a un des produits qui est le plus ancien. C'est un produit français qui a été inventé par un médecin français qui s'appelait Jean Lugol, et c'est le Lugol. Alors enfin tout le monde, les femmes connaissent un peu le Lugol, d'abord parce que celles qui sont âgées s'en sont déjà mis sur la poitrine parce qu'elles se sont traitées avant les années 40-50, elles se traitaient leur douleur mammaire avec ça. Ensuite, on a utilisé beaucoup le Lugol pour faire des dépistages de lésions précancéreuses de cancer du col. C'est-à-dire que pendant un examen gynécologique, on passait du Lugol sur le col de l'utérus et en fonction de la coloration prise par le col, on savait s'il y avait des zones qu'il fallait prélever ou pas. Donc ça, le Lugol, voilà. Donc le Lugol, c'est une association de diodes, c'est-à-dire de diodes moléculaires, I2. Donc un atome, ça s'organise souvent en sels, c'est-à-dire en association avec un autre atome. Mhm. Donc, soit l'iode s'associe avec elle-même, diiode, soit l'iode s'associe avec du potassium, et ça donne du Ki. Et c'est l'association Ki plus I2 qui semble la plus adaptée à la supplémentation humaine. C'est-à-dire que c'est plus assimilé, c'est ça? C'est mieux assimilé? Mais surtout, tous les tissus n'ont pas toujours besoin de I2 ou de Ki. Certains tissus ont besoin de I2, certains tissus ont besoin de Ki, certains tissus ont besoin des deux. Donc, si vous prenez un produit qui est composé que d'iodure de potassium, eh bien, vous n'avez pas un effet anticancer probablement aussi complet que si vous rajoutez du diiode. Donc, le Lugol a 50-50 de diode et de Ki. Ouais. Parfait. Après, il y a 2 produits américains. Alors, pourquoi c'est américain et pas français? Ben, on va en parler dans 5 minutes. Et vous avez le iode oral, qui est un produit qui est une copie du Lugol, Mhm. mais une copie en comprimé gastro-résistant. Hmm. Alors, ça paraît complètement stupide, mais si, c'est vachement important, parce que le Lugol, vous avez vu, ça tâche. Tout le monde sait que c'est jaune, et ça tâche les dents, ça tâche. Bon. Quand on boit du Lugol, à la fin, on a les dents jaunes. Ok. Quand on en boit beaucoup, on peut avoir des brûlures d'estomac, parce que c'est très oxydant, l'iode. D'accord. Il faut être méfiant avec l'iode en solution liquide. Si vous en consommez des toutes petites quantités très diluées, ça ira.
Si vous vous amusez à reprendre des quantités assez importantes, mais en plus pas diluées, vous aurez des brûlures d'estomac. C'est con, c'est dommage. Ouais. C'est pas la peine de s'abîmer l'estomac. Donc, vous avez le Lugol liquide, vous avez le iode oral comprimé gastro-résistant, donc pas de brûlure d'estomac parce que ça se délitera dans le jéjunum. Et pareil, même quantité de KI et d'I2 que le Lugol, puisque le gars qui a inventé ça, il a copié Jean Lugol. Bon. Et puis après, le copieur a été copié aussi. Iodoral a été copié par un autre Américain, et ça fait Iodix. Ok. C'est les mêmes dosages, c'est les mêmes produits. C'est une copie absolument complète du Iodoral. Mais quand on arrive en fin de brevet, bah, le voisin peut vous copier et faire le même produit que vous. Alors, Iodix, c'est beaucoup moins cher que Iodoral. Iodoral, beaucoup plus cher que Lugol. C'est la vie. Alors, pourquoi ces produits sont américains? C'est simple, hein. Puisque l'OMS a déclaré qu'il fallait donner 150 microgrammes, donc 0,15 mg aux gens, on a interdit aux façonniers de fabriquer des compléments alimentaires d'iode de plus de 150 microgrammes Hmm. par gélule. Ce qui fait qu'en France, en Europe, on peut, tous les labos européens fabriquent des produits notoirement sous-dosés, mais dans les normes. Alors pourquoi aux États-Unis ils ont le droit de faire ça? Alors que l'Américain, lui, il s'en fout complètement des normes européennes. Et donc, eux, ils vont à 100 fois la dose, ils vont même à plus, parce qu'ils font des 50 milligrammes pour les gens qui ont des cancers, et ils font même des 100. Donc, vous voyez, n'importe quoi. La frilosité ambiante européenne nous empêche d'avoir des produits qui viendraient bien de chez nous. Alors, on peut prendre du Lugol, mais moi, je le déconseille. Parce Hmm. que grosse dose, je vous ai dit, ça fait mal à l'estomac, ça tâche les dents, ça n'a aucun intérêt. Il faut prendre un comprimé gastro-résistant qu'on avale et voilà. Oui, donc en fait, l'idée de ça se supplémenter avec du sel iodé, c'est pas suffisant. Le iodé, j'en parle dans mon livre, c'est fini, c'est une autre époque. Le sel iodé, ça a permis de faire cesser le goitre et le crétinisme dans les régions alpines. Donc c'est pas mal, on a déjà réussi ça. Mais c'était 1860, D'accord. espérance de vie 40 ans. Hmm. Bon. Donc les gens n'avaient jamais de cancer du sein à cette époque-là. Ils étaient morts avant d'autres choses. Hmm. Et aujourd'hui, on veut vivre, enfin les femmes vivent à peu près jusqu'à un petit 100 ans. Donc on voit apparaître des maladies qui sont liées au vieillissement. Et ces maladies ne peuvent être approchées qu'avec des doses correctes d'iode. Et dans le sel, vous avez des quantités ridicules de sel. Surtout qu'on vous dit en plus, ah là là, vous salez trop, ne salez pas. Et en plus, les industriels, avec la peur de l'iode, on leur interdit de prendre du sel iodé pour fabriquer leurs produits. Ah bon. C'est-à-dire que les charcuteries, il n'y a pas de sel iodé. Le pain qui est quand même salé, on pourrait mettre Oui, c'est un de la. peu dommage. Quitte à mettre du sel et que ce soit pas très bon pour la santé, autant mettre un peu d'iode dans l'histoire. J'en ai fait 300 pages d'énervement, c'est complètement débile. Bien sûr, on mange du sel dans tout, eh ben, on n'a qu'à nous laisser. À une époque, je vais vous dire un truc marrant. Avant le Wolf-Sekov, aux États-Unis, on s'était rendu compte qu'en mettant de l'iode dans le pain, dans la pâte à pain, c'était un agent qui était améliorant pour les pâtes. Ça veut dire que la pâte, elle était plus blanche et elle levait plus vite. Hmm. Donc, on faisait du pain à l'iode dans les années 30, 40 aux États-Unis. Tellement d'iode que un toast, ça vous donnait 150 microgrammes d'iode. Ah oui, bah, il n'y avait plus Et comme besoin de Lugol ou de iodural. Et comme l'américain de base, c'est pas un toast qui s'avale dans la journée, mais neuf, Il avait ce qu'il vous voyez fallait. qu'il n'y avait vraiment pas de problème, ça y allait dans tous les sens, et personne n'était malade de ces apports en iode. Bon, eh bien, quand même, du jour au lendemain, les Américains ont arrêté Hmm. d'isoler leur plein, et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gens, mais vraiment ces pauvres gens, parce que c'est quand même un drame, ils ont mis du brome à la place de l'iode. Le brome est un halogéné, comme l'iode, mais qui est un toxique cancérigène. Ça veut dire que Ouais. pour éviter un produit qui, soi-disant, leur faisait du mal, mais qui leur faisait que du bien, ils ont installé un cancérigène notoire, ce qui fait qu'ils font du pain au brome, un truc qui est totalement interdit en Europe. Il est Ok. interdit de faire du pain au brome en Europe, c'est de la Ok. folie. On sait très bien que le brome, c'est un cancérigène absolu. On ne devrait pas avoir de brome dans notre environnement. Le problème, c'est qu'on en a beaucoup du brome. Et que quand on est carencé en iode,
votre organisme va se charger avec d'autres halogénés de remplacement. S'il trouve du brome, là, installer le brome dans vos cellules à la place de l'iode. Hmm. C'est comme ça que les pesticides et que les perturbateurs endocriniens finissent par déglinguer les gens. C'est parce qu'il y a de la place dans les cellules pour un élément qui manque, et il y en a un autre qui arrive et qui va D'accord. vous tuer. Donc Voilà. si les cellules, elles ont les bons éléments, les bons La oligo-éléments, cellule, elle a un récepteur à l'iode. Bon, il n'y a pas d'iode qui vient. Le brome arrive, il est affine pour le récepteur à l'iode. Il va se d'accord. foutre à la place de l'iode et il ne bougera plus. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais le brome, qu'est-ce qu'il me raconte avec son brome? J'ai jamais mangé de brome. Vous en mangez peut-être pas, mais vous savez pas que vous êtes constamment dans des atmosphères bromées. Pourquoi? Parce que le brome, on s'est rendu compte très vite que c'était un retardateur de flamme formidable. Ah. Donc ils en mettent dans les peintures ou dans les meubles. Dans les peintures, moquettes, les rideaux, les draps, les canapés. Et quand vous Ah achetez une ouais. bagnole neuve et qu'il y a des tentures partout et que vous mettez bien profondément vos fesses dans le fauteuil en tissu, vous envoyez tout de suite un nuage de brume dans votre bagnole Ah qui ouais. va évidemment s'exhaler des garnitures et que vous allez respirer toute la vie. Bon, il fait chaud, ça va tout de suite relarguer le brome dans Ah votre ouais. voiture. Bon, vous secouez vos draps, bah voilà, vous avez secoué du brome. Vous installez une moquette neuve, vous posez des rideaux neufs. Oh, t'as vu, chérie, on a des beaux rideaux Hmm. verts. Bah, ils sont verts, mais ils sont bromés surtout. Donc voilà, le problème du brome, c'est un problème majeur. J'ai essayé d'alerter les sapeurs-pompiers de France en leur expliquant comment on pourrait débromer les pompiers, parce que j'ai pris des travaux de l'armée américaine, parce qu'ils ont bromé leurs soldats par erreur un jour, et on sait comment débromer les gens. Donc voilà, les pauvres pompiers, il faut savoir que quand ils vont au feu, ils ont des masques aéris qui les empêchent d'aspirer les fumées. Donc ils ont des filtres, ils ne respirent pas de fumée. Mais leurs combinaisons ne sont pas anti-brome. Ça veut dire que le brome, il passe à travers les fibres des combinaisons inifugées et le brome pénètre par voie transcutanée pendant qu'ils sont sur les lieux d'un feu, ces pauvres gens. Hmm. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habillés en NBC, en tenue nucléaire, bactériologique, chimique. Là, un pompier, il serait à l'abri du brome. Mais ils sont en tenue inifugée, Hmm. anti-feu, pas euh, anti-poison. Donc ces pauvres pompiers, d'ailleurs ils le savent, hein, ils s'attrapent du brome en permanence. Ouais, mais à Alors, vous entendre, tous les Français aussi, avec tout ce qui nous entoure, c'est vrai que personne parle aussi de ce scandale du brome. Ouais. si vous voulez, quand on parle de la carence en iode, on arrive au scandale du brome. C'est la même chose. Puisque vous n'avez pas d'iode, alors le brome, qui est super présent dans notre environnement, se colle à la place de l'iode et on a des emmerdements liés au brome. Il faut essayer de comprendre. Et pourquoi. Alors, on va prendre les choses différemment. Il y a des populations dans le monde qu'on avait repérées comme n'ayant jamais de cancer du sein. C'était par exemple les Japonaises à Okinawa, ou les Japonaises tout court, mais à Okinawa avant les années 80, avant les années 50, allez. Cancer du sein, pourtant elles vivaient assez âgées, mais il n'y avait pas de cancer du sein. Et on savait qu'alors elles bouffaient des produits de la mer, et Des dont algues, ouais. Ouais. des algues en quantité industrielle, plusieurs fois par jour, elles consommaient des algues. Après, il y a eu une bagarre pour savoir combien de milligrammes d'iode ces femmes, ces Okinawaïens consommaient. On pense qu'il y a entre 10 et 50 milligrammes d'iode par jour qui étaient consommés dans l'alimentation de tous les jours. Voilà. À partir du jour où vous quittiez le sein de votre mère, on vous enroulait un peu de la bouffe dans une feuille d'algue que vous mangiez, Hmm. matin, midi et soir. Bon. Et pas de cancer du sein. Arrive la guerre de 40, on écrabouille évidemment le Japon sous les bombes atomiques, et puis du coup, sur le plan économique en 46, le Japon se relève pas, et beaucoup de Japonais ont immigré aux États-Unis. Ces Japonaises qui ont immigré aux États-Unis se sont mis à une alimentation à l'américaine.
Et on a vu arriver un taux de cancer du sein chez ces immigrés et ES Hmm. qui euh, qui a été équivalente aux Américaines de souche. Pendant que les Japonaises qui étaient restées sur leur île à Okinawa, pauvres certes, mais toujours sans cancer du sein. Vous voyez, c'est quand même des choses qui sont quand même, qui appellent à une réflexion de fond. On sait que quand on n'a pas d'iode, on a des emmerdements de santé. On vient de voir avec Okinawa que une des raisons, évidemment, et s'il n'y a pas que l'iode qui était le facteur déterminant dans les changements d'alimentation de ces femmes, mais ça a quand même été très net. Surtout qu'on a des séries aussi d'hommes, hein. Les hommes n'avaient pas de cancer de prostate à Okinawa, ils partent aux États-Unis, cancer de Hmm. prostate comme les Américains. Donc voilà, avec des diodes qui ont évidemment varié de la même manière que les cancers du sein. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même faciles à comprendre. Et quand on voit que les cancers du sein sont toujours aussi importants, avec toutes les campagnes qu'on a fait là sur la mammographie Oui, systématique, le on va dépistage. trouver des cancers tout petits, comme ça vous aurez peu de cancer. La mortalité par cancer du sein, elle n'a jamais baissé en France depuis 30 ans. Donc c'est un échec absolu. C'est un échec absolu, ces histoires de mammographie. Par contre, le jour où on voudra bien prendre en compte le statut en iode de toutes ces femmes, probablement qu'on aura un peu avancé. Parce qu'on pourra justement placer l'iode à sa place dans les tissus mammaires et pas du brome, ou Hmm. pas des phtalates, et pas tous les perturbateurs endocriniens qui donnent des cancers du sein. Est-ce que pour... alors, j'avais vu passer ça en préparant l'interview. Est-ce que pour mieux absorber l'iode, le sélénium peut avoir un rôle important, par exemple? Le sélénium est un autre micronutriment absolument capital pour la santé, tant cardiovasculaire que thyroïdienne. Mais parce que le sélénium sert aux deux. Alors, on sait très bien qu'il y a des peuplades hein, en Europe du Nord dont les sols sont très pauvres en sélénium et ils ont des emmerdements cardiovasculaires incroyables. Et à contrario, les gens qui mangent beaucoup de noix du Brésil, Hmm. etc., ont un peu moins d'ennuis liés aux pathologies thyroïdiennes. Pourquoi? Parce que les noix du Brésil ont des quantités parfois très importantes en sélénium. Donc il suffit de manger 2 noix du Brésil et vous avez votre taux de sélénium pour la journée largement Hmm. optimal. Et le sélénium est un produit qui est enfin, un micronutriment, un atome, qui sert à la fabrication de l'hormone T3. Si vous n'avez pas de sélénium, vous ne pouvez pas aboutir à de la T3. Donc, Hmm. si vous n'avez pas de T3, vous n'avez pas d'hormone thyroïdienne active et vous avez tous les emmerdements de l'hypothyroïdie. Voilà. Mais alors, là, ça devient très compliqué Oui. parce que, en fait, beaucoup de médecins pensent qu'il n'y a qu'à doser la TSH, qui est un dosage d'une hormone qui n'est même pas thyroïdienne, et qui va nous dire si la thyroïde fonctionne bien, complètement faux. Et puis sur ces histoires de T3, d'enzymes sélénodépendantes, justement, ça ne marche pas. Hmm. Donc, bref, on ne va pas être compliqué sur ce soir, mais le sélénium est un élément important. Vous n'êtes pas obligé de l'avaler en même temps que l'iode. Mais il faut faire attention à son statut en sélénium. En général, en Europe de l'Ouest, France, etc., les carences en sélénium sont rares. Parce que nous, on a du sélénium dans le sol, donc le sélénium est quand même absorbé par les végétaux et on mange du sélénium. Voilà. Oui, là Donc, où ne l'iode, pas c'est plus... très inquiet, mais quand on fait un bilan complet de quelqu'un de malade qui a des problèmes coronariens ou Hmm. thyroïdiens, on peut doser le sélénium sanguin et c'est remboursé par la Sécu. Donc, il faut le faire. Exactement, et c'est vrai qu'en plus il y a très peu de médecins qui nous alertent là-dessus. À bien vous entendre, on est un peu condamné à devoir se supplémenter en iode, malheureusement. Alors, il y a plusieurs solutions. Si vous voulez bouffer des algues, vous pouvez le faire. Voilà, ça c'est... Petite soupe miso, ça peut le faire. Alors je donne dans mon bouquin la composition de plusieurs algues. Il faut savoir qu'il y a des algues qui ont des quantités en iode absolument sidérantes. Le kelp, le kumbu royal, c'est des trucs, c'est des concentrateurs d'iode. Alors là, il n'y a pas besoin de s'en manger 1 kilo, hein. Vous mangez 3 nems, enfin 3 Oui, rouleaux de printemps, enfin pas rouleaux de printemps, maquis, et ça y est, c'est bon, d'accord. vous avez votre iode de la journée. Attention, c'est ce que j'explique aussi dans le livre.
c'est qu'on vit dans un monde qui n'est plus très propre. Ça veut dire que Ouais. si l'algue a été prélevée dans une eau qui est riche en métaux lourds, Vous aurez ça aussi en un bonus. abruti a balancé une batterie, par exemple, un Vélib, enfin un Vélib Ouais. parisien sur les côtes d'Armor, c'est rare, mais une batterie de bagnole, une batterie de bateau, des phtalates, des métaux lourds, du mercure dans l'eau, l'algue concentre aussi très bien les métaux lourds. Ouais. Donc, méfiance. D'accord. C'est pas une bonne idée d'aller s'acheter des algues venant d'Asie, parce que là, ça y va, les métaux lourds. Ouais. Nous, nos côtes bretonnes, vendéennes, etc., sont encore relativement à l'abri. Mais j'ai interrogé les fabricants de diodes, d'algues. Ils me confirment que ça leur coûte un bras de faire un dosage de métaux lourds, donc ils ne le font qu'une fois par an. Ah, Donc, c'est ok. pas beaucoup. Donc, le reste du temps, il faut faire confiance à la nature et moi, j'ai pas confiance en l'homme. Donc, je préfère prendre des comprimés D'où et plutôt que de bouffer des algues parce que d'abord, j'aime pas ça. J'ai pas envie d'en manger 3 fois par jour, c'est hors de question. Et puis, j'ai un doute quand même à chaque fois que je vois arriver une algue. Où est-ce qu'ils l'ont prélevée? Est-ce qu'il n'y a pas un gars qui a bah, vidangé son moteur la veille? Voilà, j'en sais rien, c'est hein. sûr que si en essayant de se supplémenter, on s'intoxique avec autre chose, c'est un peu ballot. Est-ce que du coup, les compléments dont on a parlé tout à l'heure et les autres, donc c'est de l'iode synthétique, est-ce que ça équivaut au l'iode naturel Alors, synthétique, pas vraiment. En fait, il y a 2 endroits dans le monde où il y a des roches riches en iode, qu'on appelle la caliche. Il y a 2 endroits au monde où on a de l'iode en caliche. Il n'y a qu'à gratter et on a l'iode, hein. C'est simple, hein. Donc, c'est les États-Unis et le Japon. Là, il y a D'accord. 2 endroits du monde où on peut récupérer des quantités astronomiques d'iode. Et du coup, on les décompose, on les installe en comprimés gastro-résistants et tout va bien. Mais il faut Hmm. savoir que ce n'est pas les humains qui consomment le plus d'iode sur la planète, hein. C'est l'industrie qui a énormément besoin d'iode. Ah ouais? Ah oui. Pour quel besoin? Ah bah, alors, déjà pour l'industrie nucléaire. Alors là c'est des choses aussi, c'est important qu'on en parle parce que les gens font des amalgames, mais parce qu'on leur explique pas le problème de l'iode. L'iode, c'est un atome. Mais les atomes peuvent avoir, alors ne fuyez pas, des isotopes. Qu'est-ce que c'est qu'un isotope? Un isotope, c'est un atome qui a le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Voilà, j'ai fini de faire d'étaler ma science. Donc, on a de l'iode 127, 123, 131. C'est toujours de l'iode, mais le 131, c'est celui qu'on utilise dans les centrales nucléaires parce qu'il est instable. Il va péter et il va libérer de la radioactivité. C'est pour ça que euh, quand une centrale nucléaire pète, Zaporizhzhia, par exemple, la grande crainte, ça a été qu'un nuage d'iode radioactif 131 Hmm. s'étale sur l'Europe et ça aurait entraîné, les gens auraient eu, comme ils sont tous carencés en iode, parce qu'en haut lieu, on le sait, et ben, cette iode 131 se Hmm. serait concentrée sur les organes iodoconcentrateurs des gens, donc thyroïde, Donc d'où l'intérêt de supplémenter d'ailleurs en France, près des ah, centrales bah, si on nucléaires, est supplémenté, les ça gens, peut péter comme on veut, et ben nous, on n'attrapera rien. ils ont des pastilles d'iode, voilà. Et voilà, on ne peut pas attraper ça. On n'aura pas de cancer de thyroïde si une centrale nucléaire pète. Parce que nous, on est full iode, mais de la 127, pas de la 131. Nous, on craint rien. Donc, 131, c'est pour les centrales nucléaires. C'est très, très bien. Voilà, on fait de l'électricité avec ça. Mais quand c'est dans l'atmosphère, c'est emmerdant. Ça, c'est sûr. Donc, 131, c'est pour les centrales nucléaires. 123, c'est aussi une iode, un iode qui va péter, qui est Ouais. instable. Et on s'en sert pour faire des scintigraphies. On s'en Hmm. sert en médecine. Et puis enfin, à la 127, l'iode alimentaire, complètement stable, jamais radioactif. Ce truc-là, vous pouvez le prendre, c'est celui-là qui est dans les iodorales, iodix, lugol, ou dans les algues. C'est du 127. Ça, c'est un iode qui ne vous fera jamais de mal. Un iode. Attention aux conneries suivantes. Hmm. Après, on peut raconter, ah, je suis allergique à l'iode. Mais ça, c'est pas possible, ça, allergique Pourquoi? à l'iode. Parce qu'on ne peut pas être allergique à un atome qui est une composante essentielle de votre organisme. Ah, c'est intéressant. Alors, Est-ce que vous vous êtes déjà dit, ah, moi je suis allergique à l'oxygène, il ne faut pas que je respire, je vais mourir. C'est stupide. Ouais, je suis allergique au carbone. Ah non, non, pas de carbone.
Non, non, je ne peux pas. Carbone, moi, je suis allergique. C'est un débile. On ne peut pas être allergique à un atome. On est allergique à une protéine. Encore faut-il qu'elle soit assez grosse. Donc, quand on dit je suis allergique à l'iode, en fait, ce qu'on n'a pas bien dit, je suis allergique à un produit iodé. Hmm. Et là, c'est clair. J'ai une protéine qui contient de l'iode, par exemple de la chair de crabe, euh, Ouais. un produit de contraste qu'on va injecter en médecine pour faire des radiographies ou des scanners. Je suis allergique à la bétadine parce que la povidone, elle est effectivement iodée et elle est effectivement allergisante. Donc, on peut être allergique à un produit iodé, mais pas allergique à l'iode. Donc, personne ne te fera un œdème de Quincke en avalant du Lugol ou du iode oral, même pas possible. Alors, Voilà, que les choses soient claires. alors justement, est-ce qu'il y a des contre-indications à consommer un peu trop d'iode via ces Oui, compléments? Et oui. comment s'en prémunir? Comment vous repérez les patients? Indication. Ah, pas beaucoup. Il y a déjà un seul traitement, et encore, je n'ai pas trop creusé la question, parce que l'occurrence de le moment où on va voir les deux maladies chez la même personne, c'est vachement rare. C'est les maniaco-dépressifs traités au lithium. Ceux-là n'ont peut-être pas intérêt à prendre des grosses doses d'iode. Mais vous voyez, les maniaco-dépressifs traités au lithium, j'en connais peut-être, parce que je suis médecin, j'en connais trois. Mais j'en vois pas beaucoup, c'est rare. Donc ça, c'est la première contre-indication médicamenteuse d'association. Ensuite, il faut, on l'a dit, l'iode va être épuré. Quand vous prenez 12 milligrammes, vous allez quasiment lâcher 12 milligrammes tous les jours à la fin. Vous prenez 12 milligrammes simplement pour que tous les tissus soient full d'iode et qu'il n'y ait pas de place pour les perturbateurs endocriniens. Donc, vous allez lâcher 12 milligrammes, encore faut-il que votre fonction rénale soit de bonne qualité. Alors voilà, ça va pas fatiguer les reins si on en prend Eh ben, trop. si votre rein fonctionne mal, là, les ennuis commencent parce qu'on ne sait pas bien. On ne sait pas bien quelle quantité donner aux gens en fonction de leur insuffisance rénale réelle ou potentielle. Ouais. Il faut savoir qu'il y a des gens, ils ont des mauvais résultats aux examens biologiques. Ils ont ce qu'on appelle des insuffisances rénales fonctionnelles. Pourquoi? Ils ont des mauvais résultats parce qu'ils ne boivent pas. Ouais. Donc, comme ils ne boivent pas, ils embourbent leur rein. Le rein ne peut pas travailler parce qu'il ne peut pas épurer avec de l'eau suffisamment. Donc, la créatinine monte, et machin, et on dit, ah ouais, il est insuffisant rénal. Ah non, il ne boit pas. Ah, il n'est pas insuffisant rénal. Il est insuffisant rénal fonctionnel. Si je lui donne à boire, j'ai encore fait l'expérience il y a 3 jours avec une dame qui était sous médicaments cardiaques. On l'a fait boire correctement. Sa fonction rénale est absolument parfaite. C'est simplement l'association diurétique et boit pas qui lui a mis Hmm. les reins en capilotade. Donc, insuffisance rénale réelle et pas alléguée lithium. Et puis ensuite, il y a les gens qui consomment de l'iode sans le savoir, en quantité astronomique, et c'est les gens qui prennent de la cordarone. C'est un médicament pour le cœur, qui est un anti-arythmique. Donc ce médicament, il contient de mémoire plus de 100 milligrammes d'iode par comprimé. Donc, vous voyez que moi, avec mes 12 milligrammes, je ne suis quand même pas un danger public. Les cardiologues donnent de la cordarone à des petits vieux Ouais. qui sont fragiles du cœur et en leur donnant 100 à 150 milligrammes jour, les gens vont vivre pas mal. La grosse différence, c'est que la cordarone, c'est une protéine iodée. Donc la cordarone aussi est toxique. Et Hmm. parfois, des effets indésirables dramatiques. Ça peut déglinguer une thyroïde très très bien, ça peut donner des maladies absolument gravissimes du foie, du poumon, de l'œil, etc., de la peau. Donc attention à la cordarone, oui c'est iodé, mais c'est pas iodé comme moi je voudrais que ça Hmm. soit iodé. C'est de l'amiodarone, et quand ça devient toxique, je peux vous dire que c'est la croix et la bannière, parce que l'amiodarone va se mettre dans les graisses du patient. Le jour où on commence à voir l'emmerdement arriver, on arrête la myodarone, mais il a 3 mois encore de capturer dans ses graisses. Donc pendant 3 mois, il va encore nous faire la maladie de départ. Donc c'est D'accord. vraiment un gros problème que cette cordarone, qui ne doit donc jamais être associée avec de l'iode, parce que ça ferait des quantités astronomiques, mais ce serait bien, si possible, quand on peut,
arrêter la cordarone ou ne pas la poursuivre chez les patients qui n'ont pas été, euh, dont on n'a pas réussi à obtenir l'effet antiarythmique. C'est-à-dire que si on donne de la cordarone et que les gens sont toujours avec un trouble du rythme important, c'est pas logique de leur laisser la cordarone. Il faut l'arrêter. Vu le danger, il faut arrêter. Hmm. Pour Donc, les gens qui ont récupéré un rythme parfait, là, on est emmerdé. donc, hormis tous les cas de contre-indication dont vous venez de parler, bon, très peu de risques de surdosage finalement. Et non, encore une fois, surdosage pour des doses pareilles, moi j'ai cherché dans la littérature du 19e siècle et du début du 20e siècle, j'ai trouvé des posologies en grammes. Ah ouais. Donc encore 1000 fois plus que ce que je donne. Ouais. Ben ouais, on donnait 2 grammes par jour aux gens qui avaient de l'asthme ou qui avaient de l'hyperthyroïdie. Aujourd'hui, vous donnez 2 grammes de diode à quelqu'un qui a une hyperthyroïdie, vous allez en prison. Mais c'était la méthode reconnue par l'Académie de médecine Hmm. pour traiter l'hyperthyroïdie au début du XXe siècle. Voilà. Donc vous voyez, ah, c'est vachement toxique. J'ai oublié de vous raconter des trucs amusants. C'est qu'il y a des produits qu'on utilise pour traiter la carence en iode, par exemple l'ipiodol, qu'on injectait aux Australiens qui étaient donc très loin de la mer et qui avaient des carences en iode. Les ampoules, elles étaient chargées à 400 milligrammes. Hmm. Moi, je vous parle de 12 milligrammes, et là, c'était 400. Ouais, on en est loin. Et les gars, ils allaient très très bien. Et puis comme ça, ils n'avaient pas de carence pendant 1 an. Pour vous montrer la stupidité de la peur de l'iode. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, je pensais à l'eau de Quinton. Est-ce que ça joue un rôle dans l'apport de l'iode? Est-ce que ça vient Alors, interférer ou aider à la... Quinton, moi, je la connais bien parce que j'ai un procès magistral avec le Conseil national de l'ordre où on me traite de charlatan. Voilà, À parce cause que de moi, quoi? j'utilise le sérum marin pour traiter la hernie discale et l'arthrose. Et je l'utilise comme ça s'utilisait depuis 1907. En hydrotomie. Ça s'injecte, voilà, ça s'injecte en hydrotomie marine, en sous-cutané, sous couvert d'anesthésique, avec un tout petit peu de vitamine C. Et on arrive à des résultats absolument incroyablement rapides sur la hernie discale et l'arthrose. Tout venant. C'est absolument extraordinaire. Alors, l'ordre me dit, vous n'avez pas le droit, c'est scandaleux, c'est vous qui l'avez inventé. Moi, j'ai de la littérature depuis 1907, donc je suis tranquille. Enfin, je suis tranquille. Ils veulent m'arrêter quand même, mais bon. Donc, le quinton, si vous voulez, c'est le problème, c'est que vous avez 2 sortes de quintons. Vous avez l'hypertonique. Le quinton hypertonique, c'est de l'eau de mer pure. Et simplement, elle a été filtrée pour qu'elle soit stérile. Mais eau de mer pure, c'est 33 grammes au litre de sel. Ah, Donc, c'est vachement salé. Donc, ça, c'est absolument pas possible à injecter. Vous avez 33 grammes de sel. Votre physiologie à vous, c'est 9 grammes. hmm. Si j'injecte du 33 grammes, toutes les cellules vont péter par choc osmotique. Donc, c'est juste pas possible. Alors, Quinton, dans sa grande intelligence, a inventé des sérums de Quinton. Hmm. C'est-à-dire que lui, il a réduit la salinité des sérums à l'isotonie de chaque espèce. Isotonie du chien, isotonie du chat, de la carpe du Brésil, en passant D'accord. par les oiseaux. Il a diminué la salinité. Nous, il a mis l'isotonique humain à 9 grammes. Et à 9 grammes, on peut injecter. Hmm. On injecte des quantités, mais comme on veut, hein. On pourrait injecter des litres si on veut. Ça a été fait dans le décours du XXe siècle. On injectait des litres aux gens et ça se passait très très bien. Bon, le problème, c'est que pour obtenir 9 grammes, il faut prendre de l'eau de mer et donner 2 tiers d'eau de source dans l'eau de mer. Hmm. La dilution, elle est de 2 tiers. Et il faut savoir que dans de l'eau de mer, en moyenne, on a 60 microgrammes d'iode par litre, donc très peu. D'accord. Et en plus, on va en enlever 2 tiers parce qu'on va rajouter de l'eau de source pour que ça soit injectable. Donc, on ne peut pas dire que le quinton est un produit qui va rapporter de l'iode. Ok. Voilà, ça ne va pas suffire. Encore une fois, moi j'ai encore eu, parce que j'injecte beaucoup de l'iode, enfin de quinton, mais j'ai eu des gens qui me disent, mais docteur, mais depuis que vous me faites de l'iode, j'ai la forme. Je dis, mais tout le monde le sait que d'injecter du quinton, ça donne la forme. Mais si ça se trouve, le peu d'iode que je leur injecte, à chaque fois, ça leur permet de faire un peu plus d'hormones thyroïdiennes et ils sont mieux. Hmm. Quand ils me disent, ouais, je suis mieux, eh ben, je leur fais une iodurie. Et à chaque fois, je tombe sur des carences très importantes en iode.
Voilà. Après, je leur donne de l'iode toute la vie. Ah, est-ce qu'il faut, parce que moi je me souviens des propos du professeur Marc-Henri, hein, qui est décédé récemment, et qui parlait, il faisait cette roue des oligo-éléments, des suppléments. Il disait attention, quand vous prenez tel complément, ça peut déstabiliser son corollaire. Alors j'ai pas tout retenu, mais par exemple la vitamine D peut déstabiliser le calcium, et donc il vaut mieux prendre du magnésium avec, etc. Voilà. Est-ce que en prenant de l'iode seul, on peut déstabiliser un autre oligo-élément, une autre vitamine? Le problème, c'est que vous n'êtes pas censé avoir 36 carences alimentaires, hein. Bon, dans mon bouquin, j'explique toutes les carences possibles pour que vous puissiez avoir une fonction thyroïdienne qui ne marche pas. Bon, vitamine D, vitamine A, sélénium, les vitamines du groupe B, le fer héminique, hein, le fer animal, sinon, enfin bref. Bon, il y a une quantité astronomique de cofacteurs qui doivent tous être au top. Magnésium, tout le monde est carencé en magnésium, 80% des Bah oui, Occidentaux. on est Carencés en multicarencé magnésium. dans tout, c'est ça le problème. Oui, mais on le sait bien. On sait que, par exemple, une pomme de 2025, Oui. elle a 100 fois moins de vitamine C qu'une pomme des années 1910. Bon, on le sait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, le problème, c'est que normalement, dans une société qui marche bien, on fait un diagnostic de carence en iode, c'est suivi par un médecin qui connaît l'histoire. Oui. Derrière, on organise un suivi du patient. Et si le patient se met à pas aller bien, eh ben, on a la marche à suivre. On sait très bien quoi faire. Moi, j'explique aussi dans mon bouquin que les gens qui sont super fatigués sous iode doivent arrêter l'iode. Parce qu'ils sont malades aussi de la surrénale. C'est-à-dire que quand on veut relancer la thyroïde, parfois c'est la surrénale qui a pris la suite d'une Mm. thyroïde défaillante pendant des années, et quand on relance la thyroïde, on épuise la surrénale. Donc Ah les oui. gens qui prennent de l'iode et qui sont super claqués, encore plus qu'avant, stop, consultez, on va faire des bilans surrénaliens, on va rééquilibrer la surrénale, et après on va relancer la thyroïde. Mais ça, Hmm. c'est rare. C'est rare. Oui, c'est rare. C'est quoi les symptômes d'un épuisement des surrénales, par exemple? Ah bah, c'est des gens qui, en général, c'est des gens qui n'ont pas d'iode et qui ont tourné avec leur catécholamine surrénalienne, c'est-à-dire l'adrénaline, etc., qui fabriquent, et on tient comme ça, avec le cortisol, etc. Mais D'accord. on tient, c'est pas fait Ouais. pour ça. C'est une hormone de stress, c'est juste fait pour de temps en temps. Vous vous faites attaquer par un lion, vous lâchez de l'adrénaline et puis vous courez. Mais vous n'êtes pas fait pour lâcher de l'adrénaline toute la journée, c'est stupide, ça ne sert pas à ça. Donc, si vous voulez, grosso modo, il faut retenir un truc simple, fatigué sous iode, consultation directe. Ok. Je pense que j'ai un problème de surrénal. On va faire un dosage de cortisol. Ça dépend de quel endroit on va faire, dans les urines, dans les larmes, dans la salive, sanguin. Et puis, on va faire une DHEA. Ça va nous aider aussi, ça, la déhydroépiandrostérone de la DHEA comment il s'appelle, enfin bref. Donc, si on a des carences en DHEA, on va redonner de la DHEA, on redonne un peu de cortisol, les gens vont mieux tout de suite. Au bout de 15 jours, 3 semaines, on réintroduit l'iode progressivement, ils relancent leur fonction thyroïdienne et tout va bien. Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est des trucs pour médecins, c'est pas fait pour. Voilà. Personne va dire, bah, tiens, je crois que je fais une insuffisance surrénalienne, je vais me mettre sous Ouais, mais cortisone. le souci, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'il y a très très peu de médecins qui ont déjà, un, ces connaissances, deux, le temps de Eh bien, l'explorer, on dirait, et- c'est un boulot vous savez, d'enquêteur. ce Euh, que je regrette profondément, c'est que la médecine ait oublié la base de son métier, c'est la physiologie. Moi, j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que pendant la deuxième année de médecine, où j'avais abordé, la fin de ma deuxième année de médecine, j'avais abordé tous les grands systèmes physiologiques du corps humain. Je trouvais que c'était difficile, mais c'était un puits de connaissances qui pouvait expliquer énormément de maladies. Et j'ai été très surpris, hein, très rapidement, qu'on m'ait parlé médoc à un moment donné et qu'on ait oublié les cours d'avant où on m'expliquait que l'hypokaliémie, ça donne ça, l'hypomagnésémie, ça donne ça, les carences machin, ça donne ça. Et tout d'un coup, on filait les médicaments sans s'occuper de savoir si le terrain hmm. était favorable. Mais c'est complètement débile. Mais c'est pourtant comme ça que ça fonctionne, la médecine aujourd'hui. On ne va pas s'intéresser au terrain des gens. Donc c'est catastrophique. C'est pour ça qu'on vous dit, oh, la vitamine D, ça ne sert à rien. T'as raison. Bah tiens, à dose là déjà, regarde un peu quel niveau elle a. Hmm. Remettons les patients à un niveau de vitamine D optimal, qui est de 80 à 100 nanogrammes par millilitre dans le sang,
Et regardez après combien de fois ils sont malades de maladies infectieuses, de cancer. Est-ce qu'ils dorment mieux? Est-ce qu'ils ont un meilleur sommeil? Est-ce qu'ils ont une meilleure fonction psychique globale? Et on est sur le cul à chaque fois de voir les gens aller beaucoup mieux. On a juste apporté de la vitamine D. Moi, vous avez bien compris. Moi, j'apporte de la vitamine D, de la vitamine C, du magnésium, Oui, de le but, l'iode. c'est pas juste de prendre de l'iode un peu plus, c'est vraiment Non. d'essayer d'avoir l'équilibre au complet optimal. Les éléments forts de mon bouquin, c'est un, les femmes enceintes. Mesdames, ne faites pas, ne vous déglinguez pas la santé à essayer de tomber enceinte. Ça aussi, c'est incroyable. Bilan de stérilité primaire. Docteur, j'arrive pas à tomber enceinte. Bon, on va Hmm. vous stériliser, puis on va vous faire des tas d'examens. Il y a la iodurie dans les examens? Non. Dans les grands centres de procréation, médicaments assistés parisiennes, dans tous les grands centres partout, euh, pas de iodurie. Moi, j'ai déjà récupéré des nanas qui ont eu des bilans négatifs sortant de services d'infertilité. Je leur fais une iodurie, 3 mois après, elles sont enceintes. Et ça, voilà, c'est quand même con comme la lune. Bon, donc, un, on n'oublie pas le statut en iode quand on veut tomber enceinte. Deux, on n'oublie pas de se supplémenter en iode quand on est enceinte. Et même l'OMS le dit. L'OMS dit 200 mg d'iode par jour ou 300 pour les deux. C'est stupidissime, c'est pas Et pour suffisant. vous, vous pensez qu'il faut combien? Ah, il faut rester aux doses actuelles. C'est un comprimé d'iodora, un comprimé d'iodix, ou des algues, ou voilà, ou du Lugol. Mais c'est en milligrammes que ça se compte. Ouais. Vous urinez ce que vous n'avez pas besoin d'assimiler. C'est Hmm. pas compliqué. Vous n'allez pas devenir phosphorescent à la fin de votre vie parce que vous avez stocké l'iode. Voilà, ça n'existe pas. Ce que vous ne pouvez plus fixer, vous allez l'uriner et les effets Volchenkov dans vos rêves. Et Donc, pour ça, ouais. Et pour les nourrissons, pareil, il faut aussi les supplémenter ou le nourrisson. Ah, ça, c'est le truc considérablement intéressant. La femme qui a eu de l'iode et qui continue en postpartum, elle va avoir du lait. Si elle allait, Hmm. elle va transmettre son iode à son bébé. La nature est bien faite. Vous n'avez pas besoin de vous emmerder la vie. Je me suis pris la tête, moi, avec des pédiatres à un moment donné, et je leur avais dit, pour les emmerder, j'aurais dit, moi, je donne pas de vitamine D aux nourrissons. Et là, ils m'ont insulté, oui, t'es cinglé, tu vas avoir des enfants massacrés quand ils ne pourront pas marcher, ils auront les jambes déformées. Je dis, attendez, je peux finir ma phrase? Moi, je donne de la vitamine D aux femmes allaitantes. ouais. Hmm. Ah, ouais, tu fais comme ça, c'est Hmm. pas con. Bah, je lui dis, c'est pas con, t'as qu'à essayer. Tu donnes de la vitamine D pleine balle à une femme enceinte, là-dessus, elle accouche, tu la pousses à allaiter, parce qu'on ne peut pas faire mieux sur le plan, sur tous les plans, hein. Oui. Développement neuropsychique, défense immunitaire anti-infectieuse, tout ce qu'on veut. Tu peux pas faire mieux qu'un pot à pot avec sa maman plusieurs fois par jour. Le bébé, il pousse intellectuellement bien mieux. Et il n'y a rien de plus, il y a rien de mieux que du lait maternel pour un bébé. Bon, parfois, on ne peut pas. Très bien. Mais quand on peut, c'est ça qu'on doit faire. Ok. Donc, le problème de donner de l'iode à un nourrisson, il ne se pose pas, normalement, puisqu'il est au sein. Bon, dès lors qu'il est sevré, je suis allé chercher à droite à gauche des posologies et on retrouve une posologie qui semble faire consensus. C'est 0,2 mg kilo, donc par kilo de bébé. Un bébé de 6 kilos va faire 0,8, donc un petit milligramme. Hmm. Euh, voilà, 1 milligramme. Et ça, on va le trouver pas dans l'iodoral ni dans le iodix, on va le trouver dans le Lugol. Voilà. Hmm. On va donner une toute petite dose de Lugol au bébé qui ne sera plus au sein et il va continuer à développer son intellect de manière parfaite. N'oublions pas un truc, c'est que là, je suis en train de vous expliquer, si vous avez tout suivi, parce que je parle vite et que je vous ai fatigué, parce qu'il est tard, mais on a parlé de, bon, lait maternel, si ça ne va pas, lait maternisé en poudre. Le lait maternisé, il y aura de l'iode un peu. Ou alors lait de vache, là, il y aura de l'iode du lait de la vache. Mais attention à ce qu'on voit aujourd'hui régulièrement, c'est, ah, mon bébé, il est intolérant aux protéines de lait de vache. Hmm. Donc, il est plus au sein, il est plus au lait maternisé et il n'est pas au lait de vache. Il est au lait végétaux. Lait d'amande, lait de machin, lait de soja, et tout ce qu'on Là, veut. parfois maintenant, qui donnent des laits de jument.
Il paraît que c'est plus toléré. Les Ouais, mais Danès, ça, c'est vachement rare parce que c'est cher. c'est très cher. Ceux qui n'ont pas des ronds, ils vont chercher du lait végétal. Et là, vous avez quantité d'iode, Zéro. Ouais. zéro. Et là, ça va être un long tunnel, 6 mois, un an, où le gamin, ce pauvre bébé, va être en lait unique, c'est-à-dire qu'il n'aura pas commencé sa diversification alimentaire pendant quelques mois, et il va appauvrir son cerveau et arrêter le neurodéveloppement de son cerveau. Il n'a pas d'iode. Hmm. Vous voyez l'horreur. Donc ça, pour les enfants qui sont intolérants aux protéines de lait de vache et mis sous lait végétal, par pitié, pensez statut en iode. Et si vous avez un doute, faites une iodurie à votre bébé. On peut lui mettre une poche à urine et alors on n'aura pas la iodurie de 24 heures, Hmm. mais on aura la iodurie en microgrammes par litre. Et si c'est zéro, bah vous allez bien comprendre que votre bébé est en train de devenir stupide sous vos yeux. Il n'y a qu'à lui donner une goutte de Lugol par jour et vous allez en faire un champion d'échecs. C'est quand même pas compliqué. Alors, Ça se joue à une goutte. alors justement, que ce soit pour les nourrissons, les femmes enceintes, les hommes, tout âge, est-ce qu'il faut en consommer tous les jours ou est-ce qu'il vaut mieux faire des petites cures bien cloisonnées dans le temps? Est-ce que vous faites des petites cures de respiration? Est-ce que vous arrêtez de 3 jours en vous disant oh, j'ai peut-être un peu trop pris d'oxygène en ce moment, je vais m'arrêter de respirer? Donc c'est vital tous les jours. C'est vital. Mais encore une fois, quand on utilise des doses en milligrammes par jour, si on arrête 3 jours, c'est pas un drame. Tous vos tissus sont surchargés. Si vous voulez faire des économies, vous faites 5 jours sur 7 au bout de 6 mois. Il n'y a pas de problème. Ouais. Vous n'allez pas appauvrir vos tissus en iode. Vous n'allez pas tout lâcher d'un coup Hmm. pendant 2 jours. Donc, vous pouvez très bien faire des apports discontinus, mais pendant 6 mois, il faut charger, charger, charger. Hmm. Euh, un cancérologue américain lui disait pour rattraper les carences en iode d'un cancer du sein, je leur donne 50 milligrammes pendant un an, tous les jours. Et là, après, elles sont full et on peut commencer à baisser. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir peur de l'iode. Encore une fois, hyperthyroïdie sous iode, j'explique dans mon livre que l'hypo, c'est pas vrai, et que l'hyper, ça arrive. Hmm. Mais que c'est rare, c'est vachement rare. Alors, c'est un peu compliqué, mais bon, bref, ça arrive chez les gens qui ont des nodules thyroïdiens qui sont nés de la carence en iode. Mais alors là, ils peuvent faire une hyperthyroïdie parce qu'un nodule va s'autonomiser. Bon, alors, c'est encore un problème médical. Quand on se met à être excité, énervé, diarrhée, tachycardie, sueur et qu'on prend de l'iode, c'est qu'on a probablement autonomisé un nodule thyroïdien. Il faut arrêter l'iode, il faut consulter. Ça va s'arrêter tout seul, mais il faut quand même consulter. Voilà. Mais normalement, personne ne devrait avoir de nodule dystrophique lié au fait que vous avez manqué d'iode pendant 40 ans. C'est quand même énervant. Alors, si ça s'arrête jamais, ben, on aura toujours des gens avec des nodules. Ou alors, on prend les choses à cœur, on y va, on est sérieux. Moi, j'ai envoyé mon livre à tous les grands journaux en langue française, au ministère de la Santé. Alors, quel retour? Tout le monde s'en fout totalement. Totalement. J'ai lu il y a 3 jours un guideline, une marche à suivre sur quelle est la stratégie diagnostique et thérapeutique de l'hypothyroïdie. Il n'y a pas une ligne sur doser l'iode. Bon, pas terminé, hein, qu'est-ce que vous voulez. Alors les gens vous disent, ah, il y a une hypothyroïdie, il faut donner les hormones thyroïdiennes. Vous m'expliquerez comment l'hormone thyroïdienne peut aller protéger un sein. Hmm. Et justement, dans mon livre, j'explique que les femmes qui ont des énormes carences en iode, à qui on donne des hormones thyroïdiennes, elles ont plus de cancer du sein. Pourquoi? Parce que ça excite un tissu qui n'est pas bien conformé, donc qui se cancérise. Donc, on ne donne pas des hormones thyroïdiennes aux femmes avant d'avoir fait un diagnostic précis de la carence en iode. C'est stupide. C'est stupide, puisqu'on sait que les carences existent. Eh bien alors, respectons les carences. Voilà. Quel est le lien? Alors, on a parlé de beaucoup des cancers. Est-ce que l'iode a un lien direct sur le traitement de certains cancers ou est-ce qu'il a un lien indirect? Alors, si je réponds à cette question,
Sans que vous ayez trop de problèmes si on répond à cette question. Et alors, voilà, je me prends un procès. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit en Europe d'alléguer qu'un complément alimentaire ou une vitamine a un effet curatif sur les cancers. C'est interdit. On est attaqué. On est attaqué pour avoir contrevenu à un certain nombre de notions complètement débiles qui disent que seuls les médicaments ont des vertus curatives. C'est comme ça, c'est hallucinant, mais c'est comme ça. Alors maintenant, on regarde la littérature, on regarde ce qui se passe. Il semblerait que quand on donne de l'iode aux femmes, on a moins de cancer, du sein par exemple, et quand on donne de l'iode aux femmes qui ont eu des cancers du sein, il semblerait qu'on ait beaucoup moins de rechutes. En moyenne, sachant que certaines femmes ont des cancers du sein qui ne sont pas iodo-dépendantes, dépendantes de l'iode, mais c'est parfois lié à leur gène. Elles ont un gène défectueux. Là, le problème, il est que peut-être que malgré un statut en iode optimal, elles pourraient fabriquer des cancers du sein. Mais on n'en est même pas sûr. C'est-à-dire que ces femmes-là, BRCA1, etc., devraient avoir un statut en iode nickelissime, le plus jeune possible, précisément pour les protéger. Voilà. Sinon, vous finissez comme Angelina Jolie, et elle s'est fait faire une mammectomie bilatérale. Elle s'est fait enlever les deux seins. Comme ça, elle dit ah ben, j'aurai pas de cancer, j'ai plus de seins. Mais c'est inimaginable. Ah, elle s'est fait une mammectomie préventive. Bilatérale, préventive. Ah, je ne savais même pas que ça se faisait, ça. Elle a une forme familiale de cancer du sein où elle avait une proportion de chance considérable d'avoir un cancer du sein. Donc, elle a dit bah, virez-moi les seins. Et comme ça, de toute façon, je m'en fous et ils seront plus beaux quand ça sera en silicone. Donc, ça va être parfait. Donc, voilà. Mais il faudrait quand même changer de paradigme et dire à toutes ces femmes bon, maintenant, on arrête de déconner. On va vous donner de l'iode à fond et on va voir si ça ne vous protège pas contre le cancer du sein et contre les rechutes. Et bien ça, même ça ne rentre pas. Moi, je me suis frité avec une oncologue qui m'avait renvoyé une patiente qui m'avait dit, voilà, bon, bah, on lui a enlevé le sein, on lui a fait de la chimio, de la radio, et vous avez l'iode, on ne lui en donne pas? Non, non, l'iode, on n'en fait pas en Europe. Ouais, et quoi, en Europe? Et l'américaine, elle a droit, et elle n'a pas le droit? C'est hallucinant. Alors, elle n'a pas lu mon livre, elle n'a pas voulu lire mes articles, elle n'a rien voulu lire. Et puis, beaucoup de gens ne veulent pas progresser. Et c'est tout. C'est un comprimé par jour. Et ça va les aider sur le plan cardiaque, neurologique, digestif, pulmonaire, sinusien, anti-infectieux, cutané, tout. Eh ben non. C'est terrible, mais comment est-ce que vous expliquez, cher docteur, qu'on est arrivé à cette carence de compétences des médecins aujourd'hui sur ces questions-là? La médecine ne remet que très difficilement ses dogmes en jeu. Vous avez vu avec les vaccins, c'est interdit de parler de vaccins partout, sauf sur des médias alternatifs comme le vôtre. Sinon, c'est totalement interdit. Vous n'aurez jamais un critique de vaccin qui va arriver sur le plateau du 20h de TF1. Jamais, c'est interdit. Christine Kelly a bien dit un jour dans une interview récente, elle a dit, je peux discuter de tout sur mon plateau, mais pas les vaccins. Sur le plateau d'Éric Morillo. Ouais. Voilà. Donc, il y a des dogmes, c'est... voilà. L'iode, c'est toxique, c'est dogme. Depuis 1950, c'est circulaire, rien à voir. Dogme suivant, le cholestérol bouche les artères. Ça, alors là, c'est le truc que maintenant... oui, il faudra faire une émission là-dessus ensemble. Ah bah, si vous voulez, mais là, on va encore s'énerver. Mais c'est une connerie inventée par les industriels dans les années 60, simplement parce qu'on a inventé des médicaments qui faisaient baisser le cholestérol. Et on s'est dit, putain, c'est vachement bien, ça fait baisser le cholestérol. Les gens ont cru ensuite qu'en baissant le cholestérol, on mourrait moins, mais ils ont fait le lien direct. Je prends des médicaments anti-cholestérol, je meurs moins. C'est faux. Toute la littérature internationale depuis les années 90 nous disent que c'est faux. C'est faux. Tous les médicaments anti-cholestérol qui sont sur le marché font baisser le cholestérol, mais ça ne fait pas baisser la mortalité. C'est faux. Voilà. Donc, quand on vous dit, ah oui, mais vous savez, l'iode, finalement, c'est bon pour la santé. Les gars, ils disent, mais c'est pas possible. Moi, j'ai 60 ans, ça fait 40 ans qu'on me dit que c'est toxique. Non, moi, je mourrais en pensant que l'iode est toxique. Mais pourtant, moi, je regarde
Je regarde votre ouvrage, il y a 355 notes de bas de page. Sources, des études, vous avez essayé d'aller en prendre en français, en anglais, il y a ce qu'il faut, vous dites la médecine est attachée à ses dogmes, et pourtant, si elle s'attachait vraiment aux études scientifiques, elle devrait aller Mais dans les votre gars, ils ne sens. sont pas lus. Ces gars-là, c'est 350 références d'articles, c'est 350 équipes internationales qui ont bossé sur l'iode. Bon, il y en a qui vont dans le sens complètement opposé à mon propos. Moi, je les cite tous. C'est-à-dire que quand on veut avoir une position équilibrée, il faut lire tout le monde. Il faut lire ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et ceux qui sont d'accord avec vous. Et après, vous êtes capable d'argumenter les gens qui vous paraissent un peu suspects dans leur réflexion. Bon, mais c'est vrai qu'il y a 350 références d'articles, mais vous croyez quoi? Si je n'avais pas mis 350 références d'articles, j'aurais 9 procès déjà. Seulement à chaque fois qu'il y a un médecin qui, ah, reliqué, il dit des conneries, bah, tu as regardé son livre? Il y a 15 références qui disent qu'il a raison. Ah bon? Bah, on va pas l'attaquer? Bah non, on peut pas l'attaquer. Bon, et puis ça, il a dit que ça protégeait du Covid. Ah bah on l'attaque. Oui, mais il y a 20 références qui disent qu'il a raison. Ah bon? Ça protégeait du Covid? Bah ouais, il a 20 références, dont des travaux français, des travaux canadiens, des travaux américains, des travaux des années de partout. Voilà, c'est ça qui est compliqué quand on a un propos un peu iconoclaste. L'iode n'est pas toxique. Quand tout le monde croit que c'est toxique, il faut arriver avec 20 chars Ouais, lourds, 40 avions, 12 porte-avions, des ça c'est satellites. clair. Sinon, on se fait défoncer. Donc moi, je veux bien qu'on dise que j'ai tort. Oh, je l'ai envoyé à des grands docteurs américains, c'est la version anglaise. Les mecs n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu parce que c'est trop dur pour eux. Ils ont professé toute leur vie des trucs complètement cons. Mais est-ce qu'à contrario, vous avez eu des retours de vos confrères, des retours Eh positifs? ouais, mais heureusement. Mais heureusement, mais le problème, c'est toujours pareil. C'est 95,5. Ouais, ouais, ouais. C'est exactement comme pour le Covid. Il y a 5% de moutons noirs dans ma profession qui se sont tous retrouvés sur les réseaux pour dire, bon, on va s'organiser et puis on va défendre notre opinion et nos malades. Pour l'iode, c'est pareil. 95,5. Il y en a Hmm. 95 qui disent, t'es con, c'est pas possible, de toute façon, je te lis pas. Parce qu'en général, les gars qui Ils sont prennent pas même pas le temps de lire. Bon. Et puis ceux qui sont allés jusqu'au bout, ils disent putain, j'ai presque envie de l'apprendre par cœur, parce que maintenant je sais répondre à des tas d'interrogations que je me suis posées toute la vie, mais comme moi je me suis posé les questions. Pareil. Mais Comment c'est ça protège contre les maladies infectieuses? Comment ça protège des cancers? Comment ça rend des belles peaux? Comment ça arrête la chute des cheveux? Comment ça arrête les problèmes de constipation chronique? Comment ça arrête le problème de fatigue chronique? Les infarctus, l'hypertension? Mais putain, c'est comme... Voilà, Et il y a c'est même un ça. lien dans votre ouvrage avec l'autisme. C'est Oui, quand même c'est édifiant. Alors, surtout qu'on voit aux oui. États-Unis, là, il y a une grande enquête qui est lancée par Kennedy Alors là, c'est absolument sur passionnant. l'autisme. C'est passionnant, mais c'est casse-gueule. Ouais. Pourquoi? Parce que le diagnostic est déjà difficile. Le diagnostic, c'est pas t'as la rougeole, c'est une rougeole ou c'est une rubéole, mais c'est pas une scarlatine. Les autismes, on peut avoir des traits autistiques, c'est-à-dire on peut avoir une forme extrêmement légère Hmm. de d'autisme, comme on peut avoir une forme complètement invalidante où les gens sortiront jamais de leur lit. Donc c'est quand même très compliqué de faire un diagnostic. Ensuite, il doit y avoir probablement énormément de causes différentes des autismes. Alors, on en a repéré déjà quelques-uns que personne ne veut plus voir, mais à une époque, on injectait des produits mercuriels. Il y avait du mercure dans les vaccins des Ouais. enfants en pédiatrie. Donc, on injectait des produits qui étaient des neurotoxiques, qu'on connaissait neurotoxiques. Donc là, on a bousillé des cerveaux, c'est certain, avec les produits au mercure pendant des années. Aujourd'hui, on prétend, et personne ne veut nous entendre, que les sels d'aluminium ont la même toxicité cérébrale. Hmm. Et on ne peut pas nous entendre. Il y a eu des travaux qui ont démontré qu'une association ROR ou MMR, rougeole, oreillon, rubéole, était probablement, pouvait induire, alors ça a été une discussion qui s'est terminée dans le sang, parce qu'il y a eu un médecin qui a été radié et les autres qui ont tous été réintégrés. Enfin Hmm. bref, c'était dans les années 90 en Angleterre. Et on a eu le même doute sur les autismes régressifs, c'est-à-dire des enfants qui se développent de manière absolument parfaite, ils sont vaccinés, pouf, ils sont autistes quelques jours après. Hmm. Bon, donc il y a plein de causes possibles. Et puis après, il y a les causes environnementales.
les mamans qui sont pleines de brome, les mamans qui n'ont pas d'iode et qui n'en donnent pas à leurs enfants, les enfants qui consomment du fluor. Le fluor est aussi un halogéné, c'est aussi un neurotoxique majeur, C'est vrai et quand on en donne on- pour les caries des c'est enfants vrai aussi. quand on était petit, on avait cette petite boîte là avec les petites billes, les petits Aussi au bonbons fluor. de fluor. Ouais, ouais, ouais. Zimafluor, etc. Bah oui. Mais c'est quand même catastrophique de filer des produits au fluor chez les nourrissons pour protéger leurs dents et on leur donne pas d'iode pour protéger leur cerveau. Non, mais c'est quand même hallucinant. Bon, donc voilà. Donc tous ces enfants qui consomment de l'eau fluorée, qui ont des vaccins mercuriels ou aluminiques, qui ont des mamans carencées en iode, bah, qu'est-ce que vous voulez Et en plus, aux États-Unis, vous êtes vacciné au premier jour de vie. Donc, il n'y a pas à maturer votre cerveau pendant Ouais. 2 mois comme en France. C'est premier jour de vie, bing, 6 vaccins. Donc, non, bon, voilà. Et aujourd'hui, ces pauvres Américains ont des taux d'autisme qui sont de 1 pour 22 enfants mâles C'est en Californie. c'est énorme. Donc, qu'est-ce que vous voulez foutre? Comment un pays peut se développer quand un enfant mâle sur 22 n'est plus capable de travailler? Il faut s'occuper de lui. C'est hallucinant. Ouais. Ce sont des gens qui ne peuvent pas faire l'armée, on ne peut jamais défendre leur pays, qui ne peuvent pas aller à l'école, ou très peu, ou pour des niveaux très bas, et qui ne peuvent pas participer à la vie d'une nation. C'est pas possible. Alors évidemment, vous allez me dire, ah oui, mais les autismes, Asperger, très intelligents. Mais j'en ai vu plein jouer aux échecs à fond la caisse ou faire de la musique. Mais Mm. pour un qui a des qualités immenses, il y en a combien qui sont que dans le handicap? Il faut bien comprendre ça, hein. Donc c'est dramatique. Mais encore une fois, c'est une question de volonté. Moi, j'ouvre grand les bras sur les travaux de Kennedy. On va enfin respirer un peu d'intelligence et d'honnêteté en médecine. Ça fait des années qu'on est en train de crever de bêtises. Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage, je l'ai remis dans la description de la vidéo sur YouTube. Hein. Donc, les pouvoirs de l'autre, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires. Vous êtes nombreux. Merci à tous. Vous êtes actuellement plus de 1000 entre YouTube et Twitter. Merci beaucoup. Le sujet vous intéresse. Il y en a beaucoup qui redemandaient le titre de l'ouvrage, Les pouvoirs de l'iode aux éditions Guy Trédaniel. Il y en a plein, je pense, qui ont pris rendez-vous avec votre cabinet. Vous allez être pris d'assaut. En Alors, fait, il y a très peu de médecins, malheureusement, qui ont cette envie d'aller vraiment travailler sur la médecine physiologique, comme vous. alors attention, alors là, attention. Effectivement, je suis toujours en exercice, mais je suis débordé. Donc, ne réclamez pas, ne soyez pas. Moi, je m'occupe d'abord et avant tout de mes patients qui souffrent de hernie discale et de pathologies arthrosiques. Ça veut dire qu'ils sont prioritaires sur tous les autres. Si vous habitez loin et que vous voulez qu'on se parle, on peut faire une téléconsultation. Il y a énormément d'attentes. On est à 2, 3 mois d'attente. Ne venez pas pour parler de diode ou discuter, je n'ai pas le temps. Mais si vous voulez une téléconsultation, réclamez-la par mail et on vous enverra un lien. Vous serez pris peut-être à la rentrée scolaire. Mais mon apparition ici n'est pas de remplir Bien mon sûr. cabinet qui déborde. Hein. Vous commencez par lire mon livre, faites votre yodurie déjà, essayez de faire bouquiner mon bouquin par votre médecin traitant. Comme Ça ça, va être vous plus avez dur, ça. et puis, de toute façon, vous achetez de l'iode, vous faites tout ça, vous n'avez pas besoin de moi, hein. Vous achetez de l'iode sur Amazon, iHerb, ce que vous voulez. Vous avez Lugol, machin, tout ça. C'est en vente libre. C'est du complément alimentaire. Mais Voilà. c'est vrai que c'est pour ça que maintenant, beaucoup de gens se tournent vers des naturopathes. Parce que justement, les naturopathes prennent le temps d'aller, les bons naturopathes, hein, d'aller faire ces recherches et d'aller orienter les Le, gens. le problème, c'est que la formation médicale continue, elle est aux mains des firmes pharmaceutiques. Donc, quand un médecin part en FMC, il va se C'est former sur c'est quoi ce une qui FMC? intéresse les industriels que les médecins sachent en prescription. C'est tout ce qui les intéresse. C'est quoi une FMC, docteur? Formation médicale continue. Ok. C'est normalement obligatoire, la FMC pour les médecins, mais, mais on sait très bien que c'est des conneries. Les gens n'y vont pas, ils ne veulent pas y aller parce que c'est aux mains des firmes. Voilà. Vaccination de machin, apprenez à vacciner contre le zona, nouveau vaccin obligatoire contre le méningocoque. Alors là, vous avez des formations, mais tout le temps.
Mais à quoi sert l'iode? Personne va vous aider. Surtout que quand on donne de l'iode, en général, on a moins besoin de donner des hormones thyroïdiennes. Donc, les vendeurs d'hormones thyroïdiennes industrielles, c'est Merck, tiens, le Levothyrox, je peux vous dire qu'eux, ils ont le bazooka. Hein. Quand ils voient que ça commence à s'agiter dans la médecine, dans la physiomédecine, ils n'aiment pas. Parce qu'avec le Levothyrox, ils font des ronds. Bah, la France, l'un des plus gros pays consommateurs de Levothyrox. Oui, bien sûr. Mais le Levothyrox, c'est un des blockbusters mondiaux. Ah Il oui. faut savoir, si on était malin, avant de donner du Levothyrox, on irait vérifier les taux d'iode des gens. On commencerait par filer de l'iode aux femmes qui sont un peu en hypothyroïdie. Je dis femmes parce que c'est 9 sur 10. Et bien, comme par hasard, Balthazar, hop, on n'aurait pas besoin de donner des hormones thyroïdiennes. Ouais. Levothyrox. C'est un réel parcours du combattant d'informer et d'enquêter sur ces domaines-là. Et déjà, il faut les compétences, le courage. Il n'y a pas beaucoup de médecins comme vous. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi que les gens... dès qu'on reçoit des médecins sur Nexus dans nos vidéos qui parlent de sujets comme ça de santé physiologique, je vois dans le chat, à chaque fois, les gens veulent prendre rendez-vous. Parce qu'en fait, on est, nous, en tant que Français, carencés en médecins compétents. Bah, franchement, c'est catastrophique. Moi, j'en connais plein, des médecins qui sont balèzes en physio. Il y en a même qui sont mais des puits de science énormes. Vous avez des gens. Bon, alors, il y a. Mais moi, j'apprends tous les jours. Moi, c'est mon métier, c'est ma passion. Et puis, quand j'ai appris un truc bien, j'en fais un article. Donc, j'en profite pour gagner ma vie en plus. Mais encore une fois, des médecins qui aiment la physio, c'est généralement. Bah, il y en a beaucoup. Mais ils se font, mais en tout cas, ils font pas beaucoup de pub, hein, Et ils font pas de pub parce qu'on peut pas parce que le recevoir. Conseil de l'ordre est derrière en train de les attendre. Non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la place de prendre tous les gens qui ont besoin de nous. C'est vrai. On le sait bien. Mais les gens, mais cette formation, elle n'est pas dispensée en fac. Pourquoi? Parce que déjà en fac, les contenus pédagogiques, déjà en fac, une boîte qui s'appelle Formindep avait fait une enquête sur l'influence des firmes pharmaceutiques dans les facultés de médecine. Ils étaient sur le cul. C'était du genre 90% des facs étaient pénétrés par les firmes. Euh, Certaines firmes avaient même des locaux dans les facs de médecine où on servait des vaches qui rient, des croissants au beurre, voilà, aux étudiants, et puis on leur glissait une petite plaquette avec le produit dedans. Incroyable. Bon, et puis le contenu que donnent les professeurs de médecine sont des contenus médicaux qui sont sponsorisés par les gars qui tiennent les médocs. Il ne faut pas croire. Voilà pourquoi on n'a plus le droit de dire si vous êtes fatigué, eh ben, dosez votre magnésium, votre iode, vérifiez votre fonction thyroïdienne éventuellement sur surrénalienne et votre fer. Non, mais les gars disent mais non, c'est pas ça. Ils sont déprimés, il faut leur mettre un antidépresseur. C'est du délire. Ouais. Alors, regardons, on va bientôt s'arrêter, j'imagine, mais imaginez, quelqu'un qui a une vraie carence en iode. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui est en surpoids. En général, comme il est en surpoids et qu'il a une grosse carence en iode, son cholestérol va monter. Généralement, il a vite des problèmes cardio-circulatoires. Il a des problèmes neuropsy, donc il dort mal, il est déprimé et il a des cauchemars. Donc, rien que là-dessus, il est hyper tendu, on va lui donner un ou deux médicaments antihypertenseurs. Il a un médicament anticholestérol. Il est déprimé, il a un antidépresseur. Il dort mal, il a un somnifère. Ouais. Et il a donc déjà 4 produits toxiques pour une comprimée d'iode qu'il n'a pas eu. Et ça rapporte Et 4 fois plus. rien ne va s'améliorer dans sa maladie. Il va rester hyper tendu, gros, déprimé, insomniaque. Il va continuer à bouffer ses médocs. Un jour, il sera résistant à la panoplie de produits. On va augmenter les doses. Voilà. Et à la fin, il va mourir. Il peut mourir de complications iatrogènes. Et il n'aura toujours pas eu son iode. Moi, quand j'avais le temps, je virais beaucoup des produits de ces gens-là. Je leur filais de l'iode. Je les revoyais 3 mois plus tard. Et ben, je voyais des gens totalement différents. Voilà. Iode. Je rappelle votre ouvrage, Docteur Vincent Reliquet, Les pouvoirs de l'iode. Alors, je ne l'ai pas, vous pouvez le montrer à l'image, parce que moi, j'ai la version PDF. Montrez, voilà, n'hésitez pas. Procurez-vous cet excellent ouvrage.
Voilà, on le voit mieux là, comme ça. Aux éditions Guy Trédaniel, les pouvoirs de l'iode, prévention des cancers, lutte contre l'hypothyroïdie, la dépression, l'eczéma, la fatigue. 3 points de suspension parce qu'il y a plein de pathologies qui sont concernées. Voilà, ça, on a vu dans cette émission, on va dire pas exhaustivement, mais tous les domaines dans lesquels l'iode est importante pour notre santé et pourquoi on en parle si peu. On imagine que ça ne plaît pas forcément à Big Pharma et aux dogmes scientifiques et à ce Conseil de l'ordre. Voilà. En tout cas, tout est Si je sourcé. peux me permettre, si je peux me permettre, maintenant une série, une collection. C'est ce truc-là. Là. Ça, ça fourmille de petits chapitres sur des moments importants de physiomédecine. Vitamine C, vitamine D, là, c'est le tome 1. Vous avez l'iode, vous avez l'eau de mer, le cannabis, les œufs, la guerre des armoises, l'argent colloïdal, la vitamine C, voilà. Vous voyez, c'est des petits chapitres d'une dizaine de pages. Pour l'instant, j'en ai sorti 3 tomes et c'est plus lisible que l'iode. Mais encore une fois, c'est pas parce que l'iode fait 300 pages et que c'est un peu lourd. L'iode, c'est fondamental. Voilà. Mais après, vous allez vous poser la question suivante. Pourquoi je ne prendrais pas de la vitamine C, de la D? Pourquoi on ne me propose jamais de l'eau de mer? Pourquoi l'argent colloïdal, ça existe? Pourquoi les Américains ont le droit d'en boire et moi pas? Parce qu'en Europe, Ouais, on n'a pas le droit. c'est vrai. Et ça, voilà, ça, c'est une petite collection qui est facile à lire et qui marche très bien. Donc, Chronique d'un médecin contestataire. voilà. Ça vous va bien, ça nous va bien aussi. En tout cas, n'hésitez pas à vous procurer l'excellent ouvrage du docteur Vincent Loquet. Franchement, bravo, docteur, parce que vous Merci êtes beaucoup. J'ai l'un. passé une excellente soirée grâce à vous. Même Eh un grand ben, geste. et grâce à nous, on ressort un peu plus cultivé et conscient des intérêts sur notre santé de Et l'iode. j'en sais rien, mais éclairé par voilà, une carence qui ne doit plus nous arriver jamais. Voilà. Et on sait ce que ça coûte. On voit sur les médecins. J'ai vu d'ailleurs dans le chat, il y avait, je crois, le docteur Loridan, on le salue, qui a lui aussi subi les affres Alors, du Conseil de l'Ordre. un mot sur le Rilan, qui est un de mes potes, un mec génial, c'est un chirurgien bariatrique, qu'on a arrêté parce qu'il n'a pas voulu se vacciner. Et lui, il a avalé toute la micronutrition en 1 an et demi tout seul dans son coin. Et aujourd'hui, c'est un cadre incontournable, Eric. Donc, il pourrait avoir 3 carrières. Mais voilà, vous voyez, c'est un médecin, il s'est intéressé, il n'a rien lâché en micronutrition, et avec le Rilan, formidable. On se, Je t'aime, Eric. on se prive des médecins compétents dans notre pays où on en manque cruellement. Donc c'est dommage. Donc soutenez-les. N'hésitez pas à soutenir les médecins résistants qui continue de faire honneur au serment d'Hippocrate. Voilà, merci Bon, docteur Reliquet. Donc je rappelle Les pouvoirs de l'iode aux éditions Guy Trédaniel. Et pour merci. ceux qui veulent aussi nous soutenir pour qu'on continue de vous produire une information sans publicité et indépendante. Voilà, le dernier Nexus qui est disponible en kiosque et sur nexus.fr. On continuera de vous produire des contenus comme celui-ci en accès libre grâce à vous, nos lecteurs. Merci beaucoup, docteur Reliquet. On vous retrouvera peut-être pour parler du cholestérol très bientôt, parce que ça, c'est un sujet que j'ai envie de creuser. Et la langue bien pendue là aussi. À Il y a beaucoup de bientôt. choses à Merci dire. beaucoup. Très bonne soirée, à bientôt. À Merci à bientôt. tous, vous avez été nombreux. On vous retrouve très très vite. Au revoir. À bientôt.